Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Comme chaque lundi, vous écoutez de tout et de rien, l'émission qui vous parle bien évidemment de tout et surtout de rien. Aujourd'hui, autour de notre petite table virtuelle, car oui, même si nous sommes déconfinés, eh bien certains d'entre nous sont assez loin. C'est le cas par exemple de la nouvelle personne que nous avons aujourd'hui, qui est du coup Nicolas! Nicolas. Yes, comment ça va Nicolas aujourd'hui? Ça va très bien, je suis très content de vous rejoindre aujourd'hui. Eh ben oui, écoute, c'est le 10e épisode, donc on en est, mettons qu'on fasse 20 épisodes, effectivement, à la moitié, donc tu commences la deuxième moitié de saison avec nous, et c'est un plaisir qui est partagé en tout cas. Tu vas nous C'est parler de très quoi gentil. aujourd'hui, Nico? Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un univers de jeu de science-fiction qui s'appelle Battletech. Donc c'est un univers de jeux de plateau et de jeux vidéo. Donc moi j'ai commencé par D'accord, le jeu vidéo et je vais vous parler un petit peu de tout ça, parce que c'est un univers assez complexe, donc on va essayer de retracer un peu tout ça ensemble. d'accord, fantastique. Et c'est incroyable parce que même si rien n'est préparé dans cette émission, le hasard fait parfois extrêmement bien les choses, puisque comme Nico va nous parler de SF, on a ici notre chroniqueur SF attitré, Ben. Comment ça va, Ben? Ça va, très bien, et toi? Très très bien, eh ben écoute, très très bien. J'ai une voix extrêmement énergique aujourd'hui, ce qui cache énormément de fatigue, mais on va faire comme si j'étais en forme. Ben, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de hard science fiction, Mhm. un sous-genre de la SF. J'avais plus ou moins laissé entendre pendant ma dernière intervention que Ouais, j'allais je m'en souviens effectivement, ouais. parler un petit peu à l'avenir des différents sous-genres de la SF. Et ben, c'est exactement ce que je vais faire, et j'ai choisi aujourd'hui la hard science. D'accord, très bien. Et nous avons également Mika qui est là depuis la première heure. Ça va bien Mika aujourd'hui? Et bonjour, ça va très bien. Il Nice. fait toujours pas beau, hein, parce que je suis Ouais, il votre fait pas beau, chroniqueur non. météorologie également. Il fait toujours pas beau, et on est toujours plus ou moins confinés, mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu'on va parler de choses qu'on aime toutes et tous. Donc du Ah, coup, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir, ce petit rendez-vous du lundi. oui. Et du coup, tu vas nous parler de quoi, Mika, aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler d'une de mes séries d'animation préférées, Ouais, aussi appelée animé. oui. Vous en doutez donc, je vais parler d'animation américaine et non pas japonaise, puisque je vais vous parler d'une série qui pourrait faire de l'ombre aux animés japonais. Je vais vous parler de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Yes, cool. Eh ben, je te propose qu'on y aille dès maintenant et qu'on commence à parler du dernier maître de l'air. Bien, dans ce cas, allons-y. Le dernier maître de l'air, alors vous l'avez peut-être compris peut-être au fil des discussions qu'on a eues en pré-enregistrement lors des dernières émissions et des dernières interventions. J'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup les mangas, mais j'aime aussi ce qui s'en rapporte et les bonnes choses. Et il se trouve que la série dont je parle aujourd'hui est une très bonne chose, qui n'est pas japonaise, mais qui s'y rapporte un petit peu, puisque je vous parlais d'Avatar, le dernier maître de l'air. Alors qu'est-ce que c'est ? Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un dessin animé qui a été produit par Nickelodeon. Ce sont les mêmes qui font Bob l'éponge, les Razmoket, donc essentiellement des dessins animés pour enfants. Mais vous allez voir que, au fil de mon explication, cette série n'est pas qu'une série pour les enfants. Elle a été créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, fait 61 épisodes divisés en 3 saisons, et elle a été, pour sa première diffusion, diffusée entre 2005 et 2008. Alors, l'histoire d'Avatar, le dernier maître de l'air, est assez simple en soi, et très complexe à la fois, puisqu'elle aborde beaucoup de thèmes, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors, le pitch de base est raconté à chaque début d'épisode, puisque c'est de l'intro et le générique, qui nous est narré par un des personnages principaux, sur lequel je reviendrai également plus tard. C'est l'histoire de Aang, un jeune maître de l'air, qui s'est retrouvé bloqué dans un iceberg pendant plus de 100 ans, et qui est découvert par un frère et une sœur, Katara et Sokka, 100 ans après sa congélation. Il est retrouvé près du pôle sud. Alors le pôle sud, le pôle nord, l'ouest et l'ouest, tout cela n'est pas sans nous rappeler notre propre univers, et pourtant celui-ci est très singulier puisque c'est un univers qui est divisé en 4 grandes factions, la faction de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. L'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouvel Avatar.
un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Vous l'avez bien compris, Avatar, le dernier maître de l'air, vu que son nom l'indique, va parler des 4 éléments, et donc les 4 éléments représentent ici les 4 grandes nations qui sont représentées dans cet animé. Alors, nos protagonistes sont les suivants. Il y a d'abord Aang, jeune maître de l'air et dernier maître de l'air, on verra pourquoi plus tard, et Katara et Sokka qui sont 2 membres de la tribu de l'eau du pôle sud, et qui vont expliquer à notre jeune Aang, qui vient juste de sortir d'un iceberg, que pendant les 100 ans où il a été absent, eh bien, la guerre fait rage dans le monde qu'il a quitté. Puisque il y a 100 ans, dans le passé de cet univers, la nation du feu a décidé d'envahir les 3 autres afin de, je mets des gros guillemets mais vous les voyez pas, partager leurs connaissances et leur paix avec le reste du monde. Voilà, je vous laisse faire les parallèles tout seul avec le véritable monde, mais il se trouve que donc du coup évidemment c'est une nation qui s'est laissée envahir par le désir de progrès et surtout le désir de conquête, et qui a décidé d'attaquer la nation de la terre, la nation de l'eau et la nation de l'air. Et évidemment, ce fameux Aang, comme vous l'aurez compris, eh bien c'est l'Avatar. Alors qu'est-ce que l'Avatar ? L'Avatar, comme son nom l'indique dans le titre de la série, c'est celui qui fait la passerelle entre les 4 éléments. C'est celui qui peut maîtriser les 4 éléments, qui peut donc maîtriser la terre, maîtriser l'eau, maîtriser le feu et maîtriser bien sûr l'air. Puisque vous l'aurez compris, la série parle du dernier maître de l'air. Il s'agit donc de Aang, notre protagoniste. Sa quête va donc être la suivante, il va devoir maîtriser les 4 éléments afin de restaurer l'équilibre, puisqu'il va devoir mettre fin à la guerre en allant mettre un terme aux agissements de son pire ennemi, on va l'appeler comme ça, le seigneur du feu, Ozai, qui est actuellement en guerre contre le reste du monde. Il est également plus que ça, puisque l'Avatar est également un être qui fait la passerelle entre le royaume des vivants et le monde des esprits, puisque c'est un monde qui est très spirituel, très riche, et c'est justement pour ça que cet univers est si fascinant, et c'est pour ça qu'on va se plonger à l'intérieur, et que j'adore cette série. C'est parce qu'elle possède 3 choses qui la rendent extrêmement intéressante. La première de ces choses, c'est son univers. On n'est pas sur l'univers de Bob l'éponge, hein, vous l'avez peut-être compris, donc je vous parle de guerre, je vous parle d'un univers divisé en 4, on n'est pas à Sponge Town, non, on n'est pas en train de faire des pâtés de crabe, non. Là, Nickelodeon a pris un pari, celle de diffuser un dessin animé pour les enfants, public ciblé et très jeune, mais pourtant l'univers est très riche. Alors, il y a en réalité 2 univers et non pas un seul, puisqu'il y a le monde des esprits, qui permet justement de raccrocher l'enfant à quelque chose qui lui permette de rêver, quelque chose qui puisse le placer dans un monde fantastique, et également le monde physique, le monde des humains, le monde dans lequel se passe la plupart de l'action, et qui permet d'ancrer le récit dans un monde tangible, avec de véritables références à notre monde réel, avec des références à des traditions, des contes et des histoires de notre monde, qui sont pour la plupart basées sur la culture orientale. Puisque de très nombreuses références sont glissées dans cet univers, notamment à consonance orientale, puisqu'il y a des notions d'architecture, essentiellement chinoises, japonaises, indiennes, thaïlandaises, taïwanaises. Il y a également bien sûr des costumes, puisque chaque tribu, chaque peuple va avoir une référence attitrée, ou plutôt en tout cas qui est un peu montré. Donc, par exemple, la nation du feu va plutôt avoir des costumes traditionnels plutôt et des vêtements plutôt japonais de la période de Meiji. L'empire de la terre, ce sera plutôt le grand empire chinois, donc avec des katas et des yukata. Il y aura également la Corée qui est représentée dans le royaume de la terre. Bref, énormément de références à la culture orientale. Les musiques également utilisées vont aller chercher des instruments traditionnels de ces cultures-là. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà, si vous avez 2 petites minutes, chers auditeurs, d'aller écouter le thème de l'Agni-Kai. Alors l'Agni-Kai qui est un combat rituel de la nation du feu, qui est joué avec un instrument qui est extraordinaire de puissance vocale. C'est un instrument à cordes, et ce thème est incroyable, donc je vous invite à aller l'écouter.
bien sûr, cet univers possède également, vous l'avez compris, puisque c'est un univers en guerre, possède également des systèmes politiques. Un système politique par peuple, par nation. Je vais donc vous les détailler pour que vous compreniez un petit peu pourquoi cette série est très dense et surtout peut se raccorder à l'univers que l'on connaît. Puisque par exemple, Nation du Feu, qui sont donc les méchants de la série, c'est un système féodal, très inspiré du Japon féodal, fédéré autour d'une sorte de shogun qu'on appellera ici le seigneur du feu, et d'un système autocratique très fort, qui faisait bien entendu référence au Japon. Vous avez également l'Empire de la Terre, donc c'est un empire très vaste, c'est le plus grand de tous les continents et de tous les empires. Les terres sont immenses, avec une capitale qui est un état-capitale, avec un roi fantoche qui est contrôlé par une police politique. Vous l'avez compris, la référence ici avec la Chine ou la Russie est à peine dissimulée. La tribu de l'eau, les tribus de l'eau plutôt, puisqu'il y en a deux, il y a le pôle sud et le pôle nord, fait également référence à notre propre monde, puisqu'il y a également des tribus éparses qui se trouvent par exemple en Russie, avec les peuples de Sibérie, ou bien les Inuits, qui sont des peuples semi-nomades, qui vivent en communauté familiale sous la direction d'une cheftaine-rie, qui sont souvent des matriarcats. Et enfin, le peuple de l'air qui n'a pas de nation à proprement parler, puisqu'il s'agit de nomades qui vivent en communion avec le ciel, les esprits et les animaux. Ce sont des êtres non violents qui sont régis par un conseil d'anciens philosophes sous la direction d'un plus grand hiérarque. Vous l'avez compris, il fait également ici référence au Dalai Lama et au peuple tibétain. Chacun de ces peuples ayant également un code vestimentaire se rapprochant de ces nations. Chaque élément possède également une maîtrise. Vous l'avez compris, ça reste quand même un dessin animé avec une histoire et bien sûr quelque chose à raconter. On est dans un monde en guerre, mais également un monde fantastique, donc il fallait que ce soit quelque chose de visuel. Et donc, pour symboliser cette séparation entre les 4 éléments, il fallait donner à chaque élément un style visuel qui était propre. La particularité de cet animé, c'est que il existe ce qu'on appelle des maîtres. Des maîtres qui vont maîtriser l'élément qui leur est affilié. Il y a par exemple les maîtres de la terre qui maîtrisent. C'est à vous? La terre. Bon, bonne réponse, La bien terre, joué, bien le joué. métal, le sable. Les cailloux. C'est qui va trop loin en Les besogne, maîtres de l'eau tu sais. qui maîtrisent. L'eau. Qui maîtrisent l'eau, bien sûr, voilà. Oh là. Donc les maîtres du feu qui maîtrisent le feu et le maître de l'air, puisqu'il n'y en a qu'un seul, vous l'avez compris, c'est le titre de la série, qui maîtrise L'air. l'air. Bonne réponse, bien entendu. Et donc il fallait que ce soit visuellement toléré, il fallait qu'il y ait des bases pour cet univers et que ce soit tangible. C'est pour ça que les créateurs de la série ont pris une décision qui selon moi est une des meilleures décisions qui a été prise dans l'animation de ces 30 dernières années. Ça a été d'astreindre un art martial à chaque élément. Ça c'est classe. Chaque maîtrise d'élément fait référence à un style visuel, un style d'art martial pour le symboliser et qui également symbolise ce que pourrait représenter cette maîtrise. Par exemple, les maîtres de l'eau ont un style tai chi. Vous savez peut-être ce qu'est le tai chi, vous savez que c'est une discipline essentiellement de relaxation basée sur la fluidité des mouvements. C'est un art martial qui est dit interne, qui est plutôt sur le développement d'une force souple et très dynamique, et c'est pour ça que les mouvements des maîtres de l'eau sont très fluides, comme si on allait accompagner l'eau. Et donc ça corrèle très bien avec un art martial qui est une maîtrise qui est censée justement déplacer quelque chose de très mouvant comme l'eau, bien entendu. À l'inverse, par exemple, du royaume de la terre, qui au contraire est très enraciné. On va donc utiliser le style Ungar. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un style qui est très agressif, qui est connu pour des positions très basses et très stables, qui est principalement basé sur la force avec utilisation énorme des points et des systèmes de blocage sur un travail de l'énergie intérieure. Alors tout ceci est peut-être un peu obscur, mais ça reste évidemment très lisible dans l'animé, puisque lorsqu'un maître de la terre va vouloir faire bouger un rocher, c'est normal qu'ils doivent lui mettre une patate par exemple, tout simplement. Pour faire avancer un rocher, il faut être plus dur que lui. Et donc du coup, ce style s'adapte parfaitement à cette maîtrise. Par exemple, pour le style du feu, le style de la maîtrise du feu, ils ont utilisé le kung-fu des moines Shaolin, qui ce sont des postures très larges avec des déplacements très amples et des enchaînements sans temps mort, des enchaînements très rapides qui peuvent montrer la férocité et la précision des impacts qu'il faut pour justement montrer la mortalité, la létalité ainsi que la férocité du feu.
Et enfin, le style pour notre cher Aang, le seul maître de l'air de la série, c'est le style du Bagua-Zhang. Alors c'est un style très peu connu, mais qui est plutôt recherché sur la décontraction, la fluidité. Le principe est tout simplement de faire énormément de rotation, c'est une stratégie qui est basée sur le contournement, qui va très bien avec la philosophie des maîtres de l'air. Les maîtres de l'air, qui je vous rappelle, sont des êtres non violents. On ne va pas chercher le contact, on va plutôt chercher à l'éviter, à l'esquiver. Ce qui va donc parfaitement coller avec le style de l'air et ce qui donne à cette série un style graphique très particulier et extrêmement lisible. On sait tout de suite quel personnage possède telle maîtrise, puisque c'est intrinsèquement lié à ses mouvements, à son style vestimentaire, à sa culture, mais justement, en parlant des personnages et de ceux qui les impliquent, eh bien, que serait une bonne série, avec un bon univers certes, mais sans bons personnages? Bien rassurez-vous, Avatar le dernier maître de l'air, c'est une série avec énormément de personnages, mais surtout des personnages très intéressants. On va donc commencer par le personnage principal, donc Aang, qui est une passerelle, âgée seulement de 10 ans, alors 112 ans au total, puisqu'il est resté bloqué 100 ans dans un iceberg, mais c'est un enfant de 10 ans qui va devoir en fait s'habituer à son rôle d'avatar, qu'il a plutôt refusé dans un premier temps, puisque c'est difficile de vous entendre dire à 10 ans que vous allez devoir restaurer l'équilibre et mettre à bas une société qui tente d'agresser les vôtres. C'est un peu dur à digérer quand vous avez 12 ans. C'est clair. Et donc du coup, il va devoir, il va devoir partir à la recherche de maîtres pour lui enseigner les 3 autres éléments, la terre, l'eau et le feu, et va également devoir accomplir une quête spirituelle. Comme vous l'avez compris, j'essaie de pas trop spoiler la série, juste pour vous donner envie d'y aller, mais il y a un petit truc qu'il va falloir que je vous renseigne. Je vous le rappelle que les maîtres de l'air sont des êtres non violents. Or, le pitch du départ, c'est qu'il doit aller tuer le seigneur du feu. Comment, dans ce cas-là, voulez-vous concilier votre propre perception de l'univers si vous devez la mettre complètement en opposition avec ce qui vous est demandé de faire par ce même univers? Et donc il va essayer de trouver une réponse à cela en essayant par tous les moyens de trouver une réponse à est-ce que je dois plus être un avatar ou est-ce que je peux rester moi-même? Est-ce que ma quête spirituelle va me faire abandonner mon idée d'élévation spirituelle ou est-ce qu'au contraire il va y arriver? Ça, je vous laisserai le découvrir en regardant l'anime. Il est également accompagné, parce qu'évidemment une bonne quête s'accompagne toujours de personnages principaux et secondaires. Alors il est accompagné par les 2 personnages qui l'ont découvert dans l'iceberg, donc Sokka et Katara. Je vous l'ai dit, ce sont 2 membres de la tribu de l'eau du pôle sud. Donc il y a Sokka, le plus âgé du groupe, c'est l'aîné, c'est un personnage très attachant, mais désopilant, là souvent, la plupart du temps, malgré lui, puisqu'il lui arrive très souvent beaucoup de problèmes, qu'il se crée la plupart du temps tout seul. Alors du coup, c'est un personnage très attachant, puisqu'il nous rappelle un peu le personnage un peu gauche, c'est un adolescent, c'est un début d'adolescent, et donc du coup, il est forcément un peu, un peu borné, il est très têtu, mais en même temps, il est très courageux, il est plein d'amour et il est très attachant. C'est un personnage qui est selon moi un personnage très drôle et qui est secondé par sa petite sœur Katara, qui tient le rôle dans cette petite confrérie d'amante et de maman du groupe. Elle est le caractère, la touche féminine du groupe, mais attention. Quand je dis féminine, c'est pas au sens où elle est douce et fragile. Attention. On parle d'une femme qui est très forte, c'est une maître de l'eau. Au départ, une maître de l'eau novice, mais qui va le devenir par le suite de la série une maître de l'eau accomplie, voire même une des meilleures maîtres de l'eau du monde. Elle incarne une héroïne forte, indépendante, mais qui sait également se rendre indispensable. Pour ne pas spoiler et citer Sokka dans sa propre série, ils ont perdu tous les 2 leur mère très tôt à cause de cette guerre, et il indique que c'est Katara qui a rempli le rôle de la maman après la disparition de sa mère, et forcément quand vous avez des personnages qui ont environ 13-14 ans, ça vous les met là quoi. Voilà. Vous êtes face à un groupe de jeunes qui, effectivement, a 10 ans, donc les enfants peuvent s'y identifier, mais qui n'ont pas vécu la même chose que vous, puisque vous êtes devant votre télé, et ce sont des gens particulièrement touchants. En parlant de choses particulièrement touchantes, il y a un autre groupe, alors, il reste un 4e membre du groupe, mais sur lequel je reviendrai plus tard, parce que c'est mon personnage préféré. Je vais d'abord vous parler des méchants.
Mais pas n'importe quel méchant. Je vais vous parler des méchants principaux, des méchants que l'on va revoir toute la série. Il s'agit de Zuko et d'Hiro. Alors Zuko et Hiro sont deux personnages de la Nation du Feu. Zuko est un garçon de 16 ans, donc un adolescent, qui a été banni de sa nation par son propre père, le Seigneur du Feu Ozai, puisqu'il s'agit du prince de la Nation du Feu, et sa mission est de traquer l'Avatar, donc il va le traquer sans relâche pour retrouver son honneur perdu, puisqu'il a été banni juste après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un Agni Kai. C'est un duel rituel au cours duquel deux maîtres du feu vont s'affronter dans un duel de feu, vous l'avez compris, et il va en fait se faire défier à l'âge de 13 ans par son propre père, qui va décider de lui enseigner la discipline en lui cramant la moitié du visage. Ce qui, en termes d'éducation, se pose à peu près là. Voilà. Il rigole pas, j'ai l'impression. Non, on n'est pas là pour rigolader, non. Non, le père Ozai, il est pas là pour rigoler. C'est pas Joe le rigolo. Ouais. Non, c'est pas Joe le rigolo, non, effectivement. Et donc, du coup, il va bannir son propre fils à l'âge de 13 ans et lui envoyer, parcourir le monde à la recherche de l'Avatar qui, je vous le rappelle, a disparu depuis plus de 100 ans. Donc, ça fait 3 générations qu'il le cherche, puisqu'il représente la plus grande menace pour la Nation du Feu. Et donc, lui, pour retrouver son honneur, il va devoir retrouver l'Avatar. Mais ce n'est pas simplement juste un méchant pour être méchant. En fait, il a des antécédents, vous l'avez compris, mais c'est également un jeune adolescent qui se cherche. Et donc, pour l'aider dans sa recherche et sa quête également spirituelle, lui aussi, eh bien, il y a Hiro, l'oncle de Zuko, qui va partir avec lui. Il est son père de substitution, c'est son soutien moral, il est également son maître du feu, c'est un maître du feu très accompli, c'est un ancien général très aimé de la Nation du Feu et surtout très connu. Il est un père spirituel, il est également un philosophe et amateur de thé. C'est un personnage très drôle qui prend souvent les choses, on dirait par-dessus la jambe, mais surtout avec beaucoup de recul et de philosophie. Ça va être un petit peu le personnage moralisateur, sans l'être. Il va juste donner des leçons, essayer de donner des conseils à tous les personnages qui lui en demanderont, puisqu'il est en réalité le personnage que tous les personnages de la série souhaitent devenir, puisqu'il est un peu le symbole spirituel, et comme toute cette série, vous l'avez compris, parle beaucoup de spiritualité, chacun des personnages va essayer finalement de devenir un peu l'oncle Hiro, le personnage qui finalement n'a plus rien à devenir puisqu'il est déjà devenu ce qu'il devait être. Waouh. On va ensuite parler des autres méchants, puisqu'il en reste d'autres, vous l'avez compris, donc le grand méchant Ozai, là pour le coup, je dois faire un petit point noir sur la série, c'est que c'est le méchant principal de la série. Il y a quand même 2 bons points sur ce méchant, c'est qu'il n'apparaît pas pendant 2 saisons. Oui, voilà, où il avait passé près de 40 épisodes sans le voir, sans voir son visage. Il est là, il est une menace, il est représenté pour le monde entier, mais personne ne sait à quoi il ressemble avant le début de la saison 3. Et l'autre petit point positif, c'est qu'il est doublé en langue originale par Marc Hamill. Marc Hamill, effectivement. C'est Marc Hamill qui double le personnage d'Ozai, ce qui est un peu badass. Alors pour la version française, je l'ai pas. Mais pour la version française, je l'ai pas précisé, mais c'est quand même le doubleur. Excuse-moi, j'ai avalé son nom, mais je l'ai pas noté. Mais c'est le doubleur de Dumbledore et de Gandalf. Ah d'accord. Qui double l'oncle Hiro en français. Voilà, vous choisirez votre doublage. Je trouve que les deux sont extraordinaires. Enfin, la version originale est très bien, mais le doublage français est extraordinaire également. Voilà. Le problème de Ozai, c'est que c'est un méchant un peu lisse. Il est méchant parce que son père avant lui avait commencé la conquête. Malgré tout ce que les autres personnages, il ne subit pas de développement. Il est très effacé. Mais c'est tout de même méchant, quoi. Voilà, il est juste méchant pour être un peu méchant. Voilà. Mais rassurez-vous, puisque ce n'est pas tout à fait le méchant qui reste principal la plupart, tout au long de la série, puisqu'il y a également 3 autres méchants. 3 autres méchants qui sont, pour moi, les méchants les mieux écrits je crois presque de tous les univers confondus. Ouais. À part peut-être celui de Death Note, parce que bon voilà, on va pas se mentir, c'était vachement stylé. Mais ce sont des méchants extrêmement bien écrits, puisqu'il s'agit de 3 jeunes filles. Azula, donc la fille d'Ozai et la sœur de Zuko, Mai et Ty Lee. Je vous le dis, ce sont 3 jeunes filles qui se connaissent, qui ont fait l'école ensemble, qui sont 3 filles de la Nation du Feu. Il y a donc Ty Lee, une jeune fille extravertie qui sort d'une famille de 7, une fratrie de 7 jeunes filles qui se ressemblent toutes. Et donc forcément, pour sortir du lot, elle va essayer de trouver sa propre énergie, de trouver sa propre voie. Il y a également Mai, une jeune fille très ténébreuse, un peu dans la série des gothiques, qui pense un petit peu que montrer la moindre émotion est une sorte de faiblesse au final, et que ce n'est pas une bonne chose. Mais on apprend dans la série pourquoi elle est devenue comme ça. Et il y a bien sûr le personnage d'Azula. Le
personnage d'Azula, c'est un personnage extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une jeune fille, donc le même âge à peu près que Zuko, c'est sa petite sœur, donc elle doit avoir 15 ans. C'est une psychopathe manipulatrice qui désire plus que tout en fait conserver, qui se considère en fait comme parfaite. Voilà, elle se considère comme parfaite, elle a une hubris totalement exacerbée et sa seule raison d'être est tout simplement de rendre fier son père. Puisqu'elle a vu c'est une jeune fille extrêmement douée, c'est une maître du feu extraordinaire. Elle est d'ailleurs la seule de la série à maîtriser la flamme parfaite. C'est la seule maître du feu à maîtriser les flammes parfaites, puisqu'elle crache des flammes bleues et non pas orange comme le reste des maîtres du feu. Elle possède donc un feu qui brûle plus que les autres. Si je sais pas si un feu peut brûler plus que les autres, mais en tout cas elle est donc extrêmement dangereuse, elle est extrêmement intelligente et elle va mettre à mal beaucoup de fois l'équipe de l'Avatar, et pourtant c'est quand même un personnage qui est très attachant, parce que c'est un personnage qui en fait on adore la détester et en même temps on peut aussi la comprendre puisqu'il s'agit d'une jeune fille. Et ce n'est pas un adulte qui a fait ses choix au fur et à mesure et qui reste bloqué dans ses convictions, non, en fait elle est tout simplement bernée et leurrée parce que c'est une jeune fille qui se cherche également et qui ne sait pas où est-ce qu'elle doit se mettre, et en fait c'est sa propre hubris qui va la conduire à sa folie, parce que finalement c'est le seul comportement qu'elle a vu et qui l'a réconfortée dans toute sa vie de jeune fille, puisque la seule personne qui est limite c'est son père, et aux yeux de son père elle est sa fille chérie, elle est sa fille prodige, elle est une arme plus qu'autre chose, et donc forcément quand votre propre père vous considère comme une arme qu'il doit avoir à ses côtés pour pouvoir régner sur le monde, non pas parce qu'il vous chérit mais juste parce que vous lui êtes utile, forcément vous répercutez un petit peu ça sur les autres et vous devenez un gros psychopathe, ce qui est devenu Azula, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Mais vous l'avez compris, en vous présentant ces personnages, je vous les présente pas je vous les présente d'une part parce que je les adore, mais surtout parce qu'ils ne sont pas manichéens. Et c'est assez rare dans des dessins animés pour enfants. Vous avez par exemple, voilà, je vous le rappelle, c'est Nickelodeon qui avait fait cette série. On va la comparer à une autre série de Nickelodeon, donc Bob l'éponge. Vous avez donc le méchant Plankton, qui est méchant parce qu'il veut voler la recette du pâté de crabe. On va pas se mentir, en termes d'inspiration, on n'est pas non plus sur quelque chose de extraordinaire, puisqu'il veut dominer le monde en fabriquant des pâtés de crabe. Voilà, en termes de scénario, ça se pose là également, alors que nous sommes face à des personnages principaux dans Avatar qui sont quand même beaucoup plus travaillés, vous l'avez bien compris. Mais il reste un personnage qui fait toute la différence, un personnage qui, pour moi, éclipse tous les autres. Même les personnages principaux, parce que ce personnage-là est si bien écrit et si bien pensé qu'à mon avis, il mérite d'être dans le top 10 des personnages les mieux écrits dans toutes les séries confondues, que ce soit des séries d'animation, que ce soit des séries tout court. Pour moi, ce personnage est un chef-d'œuvre d'écriture. Il s'agit de Toph Beifong. Toph. Motherfucking Toph. Comme les appellent les Américains. Il faut savoir que les Américains ont une énorme communauté et adorent cet animé, et donc forcément Toph est la coqueluche de tous. Pourquoi ? Bien, je vais vous l'expliquer très simplement. Imaginez-vous, dans un monde en guerre, beaucoup de vos parents doivent partir à la guerre. La plupart ne reviennent pas. Votre ennemi est mortel, possède une avance technologique extraordinaire. Vous savez que la guerre est peut-être perdue d'avance. Vous êtes une petite fille, d'âge à peine 8 ans ou 9 ans. Vous avez toujours vécu dans le luxe et l'opulence d'une famille très protectrice dans le royaume de la Terre. Vous êtes aveugle et votre famille vous surprotège. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver à part des malheurs ? Mais pas pour Toph. Parce que Toph est le plus grand maître de la Terre que l'univers d'Avatar ait porté. Toph est un personnage rustre, très dangereux. C'est une jeune fille qui ne manque pas de caractère, avec un humour désopilant et très agressif. Elle est ultra cynique. C'est un personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui rit même de son propre handicap. C'est un personnage qui fait des vannes sur les aveugles alors qu'elle est aveugle. C'est un personnage qui, je vous le rappelle, a été écrit pour être regardé par des enfants qui ont le même âge que ceux qui jouent dans la série, c'est-à-dire entre 10 et 13 ans. Un personnage qui est aveugle dans un monde en guerre aurait tout simplement dû mourir. Or, ici, il s'agit d'un des personnages principaux les mieux écrits de tous les temps, à mon sens, puisqu'il s'agit du personnage qui
par la suite deviendra le plus grand maître de la Terre que l'histoire de l'univers d'Avatar porte. Alors, vous l'aurez compris, ces personnages sont très bien écrits, pour certains même extraordinairement bien écrits, mais c'est surtout par les thèmes qu'ils abordent que cet univers est si cohérent. Vous l'avez compris, je vous parle d'un dessin animé qui est fait pour des enfants de 10 à 13 ans, or, depuis le début, je vous parle de handicap, je vous parle de guerre, je vous parle de politique, mais je ne vous ai pas parlé de tout. Ce qui fait vraiment la force d'Avatar, c'est que c'est un dessin animé pour les enfants, mais qui ne prend pas les enfants pour des enfants. On avait l'habitude, à l'époque où la série est sortie, en fait, de prendre les enfants pour des débiles, plus ou moins, puisque les dessins animés ne volaient pas très haut. Encore une fois, je reprends l'exemple de Bob l'éponge. C'est un univers qui est très charmant, les épisodes se laissent regarder, mais c'était très rare d'avoir des épisodes qui se suivent avec un scénario qui va continuer épisode après épisode, donc il faut suivre. C'était très rare en fait de ne pas prendre les enfants par la main justement et de leur raconter des choses plus dures du monde réel. Et c'est ce que fait Avatar. Avatar va aborder des thèmes extrêmement durs, des thèmes que l'on retrouve en fait aujourd'hui et que les enfants justement grâce à cet animé vont pouvoir appréhender avec beaucoup plus de facilité. Alors le thème principal évidemment c'est le thème de la guerre dans lequel dès l'épisode 1 vous êtes plongé puisque je vous le rappelle, Aang sort de son iceberg après 100 ans d'hibernation et en fait va se retrouver confronté directement dès l'épisode 1 à la brutalité de la guerre puisque lui a disparu pendant 100 ans, il est l'avatar, il est celui qui doit restaurer l'équilibre, sauf que lui il a 10 ans, la seule chose qu'il veut c'est aller jouer avec les manchots au pôle sud et aller s'amuser. Mais la brutalité de la guerre va très vite le rattraper. Et pourtant, c'est montré ici, pour les enfants, de manière extrêmement simple, facile à comprendre. La guerre, c'est pas bien. Mais l'autre chose de la guerre qui est traitée de manière assez différente par rapport à d'autres productions, et même des films... même par rapport à des films de guerre, c'est que ici, la guerre est montrée non pas du point de vue des militaires et des stratèges, mais du point de vue des civils. Et c'est pour ça que cette notion est très importante, c'est parce qu'en fait, on va voir de tous les côtés, que ce soit des agresseurs et des agressés, des civils qui vont en fait vivre avec la guerre. Puisqu'il ne faut pas croire que parce que le royaume, la nation du feu a agressé les autres, tous leurs citoyens vivent dans l'opulence. Bien au contraire, vous vous en doutez. Il s'agit tout simplement d'un parallèle avec la vie réelle, puisque vous vous en doutez bien, lorsqu'un pays déclare la guerre à un autre, il y a forcément des conséquences dans les deux camps, que ce soit pour les levées militaires, que ce soit dans l'instruction, que ce soit pour les colonisations, il y a plein de choses qui vont être abordées dans cet animé. Il y a également bien sûr la politique, vous l'avez compris, donc je vous rappelle que ça s'adresse à des enfants de 10 ans. Donc essayez de faire comprendre qu'il y a des conseils de généraux, qu'il y a également un conseil d'État, qu'il y a des hiérarques, qu'il y a des présidents, c'est tout un programme de faire comprendre ça à des enfants de 10 ans. Mais il y a également quelque chose d'encore plus dur que ça à comprendre, et ça se passe à l'épisode 2 de l'animé, c'est un génocide. Oui, vous l'avez compris dans le titre de l'animé, c'est Avatar le dernier maître de l'air. Le dernier. Ça voulait dire qu'il y en avait d'autres avant, mais qu'il n'y en aura plus après. Tout simplement parce que la Nation du Feu a exterminé les compatriotes de Aang. Et c'est l'épisode 2. Voilà, vous avez donc à l'écran, pour des enfants de 12 ans, une scène absolument terrifiante, horrible et en même temps très émouvante d'un Aang qui retourne chez lui après 100 ans d'absence et qui découvre chez lui des centaines de cadavres de ses compatriotes qui ont été brûlés et massacrés par la Nation du Feu. Yes, un petit génocide. Un petit génocide pour les enfants de 12 ans, c'est toujours sympa, entre midi et deux. Mais rassurez-vous, il y a également d'autres thèmes beaucoup plus positifs et surtout qui sont beaucoup plus spirituel, vous l'avez compris. On va parler du bannissement, par exemple, et de l'honneur. Qu'est-ce que c'est l'honneur? Qu'est-ce que c'est la notion de l'honneur? Puisqu'il y a toute la quête de Zuko pour essayer de le retrouver, qui, je vous rappelle, est un méchant principal, mais ce n'est pas simplement un méchant, puisqu'en fait, il est l'antagoniste, et non pas le méchant. Et c'est là toute la subtilité de cette série, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a que des antagonistes qui, finalement, en fait, en fonction de leurs idéaux et en fait de leurs principes, certains de ces principes vont évoluer. Et vous l'avez compris, Zuko ne va pas rester un méchant tout le long de la série. Il y a également bien sûr un thème principal, c'est la quête spirituelle, puisque qui nous permet d'aborder des notions comme la vie, la mort, la justice ou encore le pardon. Je vous rappelle qu'à l'épisode 2 il y a un génocide, il va falloir passer outre pour Aang qui doit quand même ne pas oblitérer la Nation du Feu, puisque bon, ils sont quand même responsables de la mort de son peuple, et il possède plus ou moins tous les pouvoirs du monde puisqu'il peut maîtriser les 4 éléments, et pour ceux qui n'ont pas vu la série,
Ça fait beaucoup de dégâts quand il maîtrise les 4 éléments. Ouais. Mais il va devoir du coup apprendre à pardonner à ceux qui ont fait souffrir son peuple, puisqu'ils sont également un peuple, ils ont également une famille, ce sont des pères, des mères et des enfants. Il y a des notions de vie, des notions de mort, vous l'avez compris, puisque oui, il y a des morts dans l'animé, qui sont montrées ou pas montrées à l'écran. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et une des notions également les plus appréciées de la part des fans, et que j'apprécie également tout particulièrement dans cet animé, c'est son féminisme. Vous l'avez compris lorsque j'ai expliqué les personnages, au fur et à mesure, si vous avez bien compté, je vous ai présenté plus de personnages féminins que de personnages masculins. Car oui, c'est un animé féministe, mais qui ne se veut pas féministe. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'en fait c'est un dessin animé qui n'a pas pris de parti de tout simplement plaire à un auditoire. Puisque ce sont pour les enfants. Les enfants n'ont pas encore ce découpage où justement on va montrer plus d'hommes ou de femmes. En fait ils ont juste, ils s'en foutent. Ils ont fait des tests évidemment, et en fait juste à partir du moment où l'héros est cool, ils s'en foutent que ce soit un homme ou une femme. Et donc du coup Avatar montre autant d'hommes que de femmes à l'écran, avec autant de moments de brillance que de coups d'éclat, que de moments où ils sont un peu dans la sauce, quoi. Il y a des femmes extrêmement fortes, vous l'avez compris, avec Katara, avec Toph, avec Azula, ce sont des personnages qui sont extrêmement marquants. Vous avez des personnages qui sont parfaitement banals, comme par exemple des femmes soldats. Car oui, la guerre touche tout le monde, y compris les femmes, et ça c'est quelque chose que la série a très bien su transmettre sans mettre l'accent dessus. Vous avez peut-être 2 ou 3 apparitions de femmes soldats, mais tout autant que des hommes soldats. Il y en a autant, puisque en fait il n'y a pas d'inégalité dans ce monde-là, puisque tout le monde est au même niveau. C'est la guerre, tout simplement, donc il n'y a pas de sexe pour la guerre, et ça l'animé le montre très bien. Alors, cet animé a également connu et a tellement eu un grand succès que forcément il y a eu des suites. Il y a eu notamment, donc la suite la plus connue, c'est la légende de Korra, qui raconte l'histoire de l'avatar qui se trouve après Aang, donc l'avatar qui donc du coup se réincarne, puisqu'il est un garant d'une passerelle entre le monde des vivants et des morts. Forcément cette passerelle doit se transmettre à un autre après sa mort. Je ne parlerai pas de la légende de Korra dans cette chronique, peut-être une autre fois, on ne sait pas. Il y a également eu de nombreux comics, donc c'est une œuvre qui est cross-média, donc il y a eu plein de comics qui racontent plein de petites histoires parallèles qui se trouvent essentiellement juste après la fin de la saga principale d'Avatar. Bref, cet univers est très riche, il est encore aujourd'hui beaucoup suivi, et cet univers est tellement riche que d'ici 1 ou 2 ans, on ne sait pas encore, Netflix va bientôt faire une adaptation en live, que je vous avoue j'attends avec impatience et un petit peu peur en même temps, puisque j'adore tellement cet univers que j'ai peur qu'il fasse comme l'a fait M. Night Shyamalan avec son film qui, j'espère que vous ne l'avez pas vu, puisque c'était pas terrible. Voilà, pas terrible. Et encore, c'est gentil. Voilà, je suis quand même très mesuré dans mes propos, mais voilà, je pas aimé ce film. D'ailleurs, je l'ai pas vu en entier, j'ai regardé 10 minutes et c'était déjà suffisamment suffisant. C'est radical. Voilà, j'ai pas pu. Mais voilà, pour arriver à une conclusion très simple, vous l'avez compris, c'est un de mes animés préférés, avec un univers et des personnages qui sont riches, très hauts en couleur, débordant d'humour, avec des moments extrêmement marquants, des musiques qui collent à chaque ambiance. Une petite recommandation tout de même, essayez de passer les 7 premiers épisodes. Ils sont très importants, donc il faut les voir, mais les 7 premiers épisodes sont des épisodes un peu pilotes, entre guillemets, et donc forcément sont un peu gaminous, voire même un peu du niveau de Bob l'éponge, tant l'humour et le désamorçage de certaines scènes d'action peut faire un peu pâlir, mais croyez-moi, ça vaut le coup de persévérer et d'aller voir cet animé. Je vous le recommande et le conseille avec beaucoup de chaleur. Voilà, j'avais prévu une chronique de 15 minutes, ça fait 45 que je parle. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi, j'étais en train de dire, waouh, c'est longue 15 minutes. Voilà, je vais donc vous laisser sur ceci, Yes. Allez voir Avatar le dernier maître de l'air, c'est une pépite d'animation, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette série. Voilà. Et merci Mika pour t'exagères 45 minutes, on est à 40 minutes à peu près je pense. Seulement 40 minutes. Seulement 40 minutes. Bon, on fait le hors-série sur Avatar là, c'est ça? C'est ça, en fait, jetez vos chroniques, moi je parle de la légende de Korra, là c'est parti. La semaine prochaine, hop, on parle de la légende de Korra, on est là pour 3h30, c'est parti. Merci Mika du coup pour cet engouement pour Avatar qui est une très bonne série. Allez la regarder. Fut un temps elle était sur Netflix il y a peu, j'ai regardé pendant ta chronique, apparemment elle y est plus.
Je ne sais pas pourquoi, c'est fort dommage, mais elle n'y est plus. Mais allez la voir sur n'importe, enfin allez la voir là où vous savez où vous pouvez la voir. Voilà, c'est très facile à trouver, je pense. Bref. Pas tant. J'ai galéré. T'as galéré, moi je les ai. moi à l'époque j'arrivais à trouver. Non, mais tu me diras, les sites de streaming ont un peu perdu de leur superbe. Non, moi je t'avoue qu'en fait moi je les ai depuis très longtemps. Et du coup en fait j'ai voulu les re-regarder parce qu'il y en a certains que j'ai en mauvaise qualité. Et sinon en vrai achetez-les en DVD et regardez-les tranquillement chez vous. Moi j'ai c'est ce une problème, bonne série, c'est que ça vaut le coup de les acheter, je pense. Moi j'ai ce problème, c'est que du coup vu que je les regarde essentiellement sur mon PC, j'ai plus de lecteur de disque. Du coup je cherchais des versions dématérialisées à acheter et en fait je n'en ai pas trouvé. Du coup si vous avez des bons plans, je suis preneur parce que je les trouve pas. Mais oui, si vous avez l'occasion, les coffrets valent le coup, ils sont assez jolis et puis c'est des choses qui vont plus ou moins prendre de la valeur. Hein. Après la sortie de la série Netflix, je pense qu'il va y avoir de l'engouement, donc c'est peut-être le moment d'en profiter parce que ce sera peut-être encore pas trop cher. Okay. Donc voilà. Je sais pas quand cet épisode sortira, peut-être que ce sera déjà trop tard, mais ouais, bah c'est le 10ème, donc écoute, il sort dans 10 semaines. Ouais. Non, attends, il y a l'épisode 3 qui arrive lundi, donc il sort dans 7 semaines. Ouais, dans 2 mois. Voilà. Bon, ça va. On a encore le temps. On a encore le temps. On a encore un petit peu de temps, ouais. Enfin, et bah du coup, à nouveau merci Mika pour tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit jeu là comme ça tout de suite. Est-ce que vous êtes chaud bouillant pour un petit clairement. jeu? On est chaud. Vous êtes chaud, super. J'espère que je vous ai pas assommé. Donc du coup, vas-y, on va se remotiver là. Ça va aller. Allez, c'est parti. On s'échauffe. C'est un jeu auquel Mika on a déjà joué une fois. C'est pas un jeu d'impro, c'est le jeu des films. Et je voulais le faire aujourd'hui parce que c'est un jeu auquel j'ai également déjà joué avec Nico. D'accord. Oui, parce que fut un temps, Nico, c'est vrai qu'on habitait au même endroit et on allait faire des road trips dans certains endroits. Le jeu des films, c'est même toi, il me semble, ou alors c'est Romain, ton frère, qui me l'a lancé, je ne sais plus. C'est le jeu du synopsis pourri où tu fais un synopsis et la personne doit trouver le film en question alors que le synopsis est un peu nul. C'est vrai. Du coup, je vous propose de faire ça. Alors, c'est vraiment un jeu qui a pas du tout été préparé, puisque c'est l'essence même, c'est de faire des comme ça. Donc, je propose, je vous en fais un, et le gagnant en fait un à son tour, etc., etc. Jurassic Park. Non, parce que la dernière fois, j'avais pas eu Jurassic Park et je t'avoue que je l'ai encore en travers de la gorge. Alors, Ah merde, je voulais faire Jurassic Park là. Alors, je t'avoue que je l'ai toujours un peu en travers de la gorge là. Ça va pas du tout ça. Vas-y, on voit là. Ok. Bah, vous êtes prêts? Vous êtes chaud bouillant? Vas-y. Ok. Alors, c'est l'histoire d'un chat. Un chat, sa vie, elle est toute tranquille, voilà, des fois il se lève, il mange, Alien. il dort. Oui, c'est Alien, ouais. Oh là, le monstre, il est si fort. Désolé. Non, mais c'est bien joué, effectivement, ouais, bien joué, c'était Alien. Bien joué. Bah, du coup, j'ai même pas eu le temps de terminer, mais. C'était Alien. Je crois qu'on y a trop joué en fait. Oui, tu vois, bah, on y a quand même beaucoup joué, putain de temps. Et bah, du coup, t'as gagné, Nico, vas-y, fais-nous un Ok, petit. j'en ai un. Alors, Pas Jurassic Park, par contre. c'est l'histoire d'un mec. Il a une passion. non, en fait, il y a une passion pour les jeux de cartes, tout ça. Et à un moment, il joue avec ses potes aux cartes. Et il gagne un prix, mais auquel il s'attendait vraiment pas. Du coup, il est super content. Et à partir de ce moment-là, sa vie va complètement changer, en fait. Donc, il s'imagine des plans pour partir à l'étranger. C'est pas Casino Royale? Non. Du coup, il va faire quelque chose qui va lui permettre de rencontrer une femme qui va devenir un peu la femme de sa vie. Et malheureusement, en fait, avec cet élément déclencheur, avec ce qu'il a gagné à ce jeu de cartes, en fait, il va mourir. Ah, c'est pas. Attends. C'est Titanic, non? Oui, c'est Titanic. C'est Titanic, putain. Ah oui, putain, ouais, bien joué. Ouais. Oh la vache. Putain, ouais, je l'avais pas. Ah, bien joué. Ouais, j'ai commencé à avoir vas-y, à toi, Ben. Bravo, Ben. Jeu de cartes. Tiens. Ouais, mais attends, moi je peux pas improviser des trucs comme ça. Mais si, Ben, t'es la personne qui improvise le mieux ici. En fait, il faut que tu prennes un personnage secondaire d'un film que t'aimes bien et tu racontes le film de son point de vue. C'est clair. Je crois que j'avais fait Titanic, mais du point de vue des violonistes, je crois. Oh, oui, trop bien. C'est ça la dernière fois, ouais. Je me souviens. Ouais, non, là ça me vient pas, je suis désolé. Ça te vient pas? Ok, bah Mika, vas-y. Mais du coup, on sait que ça va être Jurassic Park. Attends. Non, il faut que je trouve un film, justement. Attends, il faut que ce soit pas évident non plus, tu vois. Il faut que je pense à un truc. Alors, attends. Le truc, c'est qu'il faut aussi que je me rappelle ce qui se passe dans le film que je veux faire deviner. Et ça, c'est pas forcément évident. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Parce que j'ai une culture cinématographique extraordinairement développée, vous vous en doutez. Il y a plein de films qui me viennent en tête, sauf que je me souviens pas du tout des speeches, du coup c'est un peu dommage.
parce que du coup ça remet tout en question. Faut que je trouve un film et que je me fixe. Un film que je connais. Un film que j'ai vu de nombreuses fois. Un film où il n'y a pas de dinosaures. Un film où il n'y a pas de dinosaures. Ah, ça n'existe pas. Un film où il n'y a pas de dinosaures, je crois que je sais pas si on en a déjà vu. Ah, attends, j'ai peut-être un truc. Vas-y. J'ai peut-être un truc. C'est l'histoire d'un type. Ouais. Qui merde, je l'ai perdu. Le type, tu l'as perdu ou... Ah si, c'est bon. C'est l'histoire d'un type qui vit dans sa ville. Ouais. Donc il vit une vie plutôt tranquille. Mm-hmm. Avec ses autres congénères, hein, qui lui ressemblent d'ailleurs énormément. Et il vit dans une ville assez extraordinaire, d'ailleurs sous l'eau. Qui est protégé par un beau dos, mais en fait il vit sa vie. C'est Star Wars. Ah putain, t'es fort, bordel. Tu parles de Jar Jar Binks. Oui, je te parlais de Jar Jar Binks. Bien joué. Ah, c'était pas Jar Jar Binks, c'était genre les juste les Gungans, quoi. Les Gungans qui vont voir, et quand ils vont demander à Missa, pas Missa, couille sur ton front là. Oh mon dieu. Je propose qu'on fasse un autre tour. Donnez-nous Jar Jar. Didaloum, qu'est-ce qu'on va faire Ok. C'est l'histoire d'une petite fille. Cette petite fille, toute sa vie, elle a été très heureuse comme ça, tout le temps. Sauf qu'un jour, le problème, c'est que son papa, il trouve un autre taf. Et du coup, ils doivent déménager avec sa famille. Et elle, ça la fait chier parce que elle est bien là où elle est dans sa ville, elle peut vivre avec ses copines, tout se passe bien, c'est chouette. Alors que dans le nouvel endroit où elle va déménager, la ville, elle la connaît pas, elle est grande, c'est sur la côte ouest en plus, c'est chiant. Et en fait, du coup, elle commence un peu à rentrer dans une sorte de dépression un peu chelou. Elle va de moins en moins bien. Le sport qu'elle pratique, c'est du hockey. Elle n'arrive plus à en faire. À l'école, elle se met à pleurer devant tout le monde. Ok, je l'ai. C'est vice versa. C'est vice versa, ouais. Ah, j'ai pas vu. Ah là là. Je connais absolument pas. Tu connais pas vice versa? C'est un Disney, c'est un Pixar. Non, je l'ai pas vu. Mais en fait, le principe de ce dessin animé, c'est que t'as le point de vue non pas de l'enfant, mais le point de vue des émotions de l'enfant dans sa tête, en fait. D'accord. Très très bon anime. Et du coup, en le résumant comme ça, en fait, c'est vachement dark, en fait, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui fait un nervous breakdown après un déménagement, quoi. Elle pète les plombs après un déménagement. Ouais. C'est ça. T'es là, tu fais, putain, c'est chaud quand même. C'est chaud. La meuf, elle fait un burn-out à 13 ans, c'est quand même pas évident, hein. Elle, si elle avait regardé Avatar, elle serait un peu plus forte, hein. Fallait qu'elle écoute cette chronique. Merde, cette chronique arrive trop tard, hein, 5 ans après, flûte. Vas-y, Nika, si t'es chaud, faisons un deuxième. Putain, j'en avais un, je l'ai perdu, comme d'habitude, putain. Yes, je suis trop fort. C'est l'histoire d'une gazelle qui vit sa vie tranquillement. Tranquille, en Afrique, quoi. Ouais. Voilà. Et elle mange... Elle mange de l'herbe. Enfin, elle fait sa vie de gazelle, quoi, avec ses potes gazelles. Et ses potes gazelles, enfin, elle s'entend bien. C'est le roi lion, je sais pas. Ouais, c'est le roi lion, ouais. Ça semblait tellement évident dès le début, quoi. Je voulais dire, et un jour, elle voit un oiseau bleu passer au-dessus d'elle, elle décide de le suivre, et puis là... Non, mais moi, tu m'as eu à gazelle, c'est une gazelle, c'est dans quel film est-ce qu'il y a des gazelles? C'est clair. Juste fait, le roi lion. Vraiment des personnages en fond du fond. C'est des personnages qui sont plus que secondaires et sont tertiaires, tu sais. C'est clair. Ouais, mais attends, dans le 2, elle chante, hein, donc c'est pas si tertiaire. Hein. Elle dit trahison. Oh la vache. Oui. Mon dieu. Allez, du coup j'en fais un, puis le vainqueur aura le droit d'en faire un dernier. Ok, alors, vas-y. Ah oui, ok, je l'ai, j'espère que vous l'avez vu. C'est l'histoire d'un entrepreneur. En fait, c'est un mec, voilà, son but c'est de construire des bâtiments, tout le temps des bâtiments. Il fait en sorte que le progrès avance, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive à un endroit, il faut construire un lotissement, le lotissement il doit être construit. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut parfois exproprier les gens. Ok, je l'ai. Alors, c'est pas très grave, ouais. Là-haut? C'est là-haut, ouais. Ah, yes, Pas vu non plus, pas mal. T'as pas vu non plus là-haut, Ben? Oh putain, je suis en train de vous battre sur de la culture cinématographique, c'est incroyable! Non, je l'ai pas vu. Ah là là, très beau film. C'est vrai, il est pas mal. Ça peut te rassurer, Ben, je l'ai pas vu non plus. Ah,
C'est vrai, tu l'as pas vu, Mika? Non, je l'ai pas vu là-haut. Oh, ce tricheur. Non, je l'ai pas vu, mais je connais le pitch. Je connais le pitch, mais du coup j'ai reconnu, mais je l'ai pas vu non plus là-haut. Bah, bien joué. Bah vas-y, tu nous en fais un petit dernier du coup, Mika, alors. Ah ouais, mais là du coup, attends, il faut que je... Ou alors tu peux donner à Nico le droit d'en faire un. Ouais, vas-y Nico, vas-y. Ok, alors je n'ai pas trop d'inspiration. On va... Ah oui, moi, je vais vous raconter l'histoire d'un film. C'est un petit film. En fait, c'est un mec qui est coincé. Il est un peu particulier. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il a surtout un peu perdu tous ses amis au fil de son histoire. Et il y a un moment où il y a des gens qui arrivent et qui lui permettent en fait de venir avec lui. Donc il s'habitue un peu à fréquenter ces gens. Donc ça se passe pas super bien au début. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de... Bah, ça devient trash, hein, il y a même des gens qui meurent. Ouais. Et petit à petit, en fait, il est obligé d'un peu de se cacher, tout ça, parce que les gens le poursuivent. Ils veulent... ils en arrivent même à vouloir le tuer. Donc il se cache un petit peu partout. C'est pas juste Donc, Alien encore à nouveau? Si, oui, c'est Alien. C'est Alien du point de vue de l'alien. Ouais, c'est ça. Après Alien du point de vue du chat, Alien du point de vue de l'alien. C'est clair. C'est bien le principe de ce jeu, c'est sympa. Ouais, il c'est est assez cool, funky, ouais. J'aime beaucoup. Tu peux partir très loin avec en plus. Et même refaire les mêmes films, visiblement. Ouais. Eh ben, merci messieurs pour ce petit moment de détente cinématographique. Je vous propose donc qu'on passe à un sujet infiniment plus complexe que de briser des synopsis. Un sujet très important, celui de la science-fiction et plus précisément de la science dure. À toi Ben. Yes. La dernière fois qu'on s'est vu, entre guillemets, je suis venu parler de science-fiction, de manière très générale d'ailleurs, pour présenter 2 romans que je trouvais personnellement idéal pour débuter la SF. Donc on avait parlé de Stalker, on avait parlé de Solaris, etc. J'avais annoncé qu'à l'avenir, je parlerais des nombreux sous-genres dont est composée la science-fiction. Donc je suis venu pour ça, donc on va se lancer. Alors, il y a combien de sous-genres de la science-fiction? C'est une bonne question, et comme toutes les bonnes questions, c'est pas forcément facile d'y répondre. Il y a beaucoup de sous-genres. Moi, j'en ai retenu 8. C'est une approche qui est assez classique. 8? Ah ouais. Si vous allez chercher sur Internet, si vous tapez sous-genre de SF, il y a de fortes chances que vous tombiez sur cette même liste. Voilà, je vous le dis, c'est clairement ça. Donc j'y ai mis dans cette liste l'anticipation. Alors l'anticipation par essence, on verra dans une prochaine chronique parce que je vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais on verra que c'est un petit peu inhérent à tout de la SF quasiment. J'y ai mis la dystopie. J'y ai mis également un thème qui peut s'exprimer en 2 fois puisque c'est 2 côtés d'une même pièce, on va dire. C'est l'apocalyptique et le post-apocalyptique. Ah, ouais. Alors ça, je vous en parlerai avec beaucoup de passion parce que c'est un des thèmes que je préfère de la science-fiction, mais c'est pas pour aujourd'hui. J'y ai mis la hard science, bien sûr, le space opéra, grand classique, on en reparlera bien sûr, l'Uchronie également, le steampunk et le cyberpunk. Alors j'ai découvert, je sais pas si vous étiez au courant, j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il y a un autre thème avec punk dedans. Oui, c'est le dieselpunk. C'est le dieselpunk. Ah oui. Est-ce que t'as joué à BioShock? BioShock, non. Ah bah c'est pour ça que tu connais pas le dieselpunk. Je connais assez bien et je trouve ça génial, rien que le nom. C'est ouf, hein, le dieselpunk, c'est ouais, t'as tout, mais t'as même plein de sous-genres. La description que j'en ai lue en fait, et ce dont je me doutais pas forcément, c'est que Fallout, par exemple, l'univers de Fallout, tombe en plein dedans. Tombe vraiment en plein dedans et qu'on retrouve certaines des thématiques principales. Bon, on en reparlera. C'est des extensions du steampunk en fait, quoi. Ouais, exactement. C'est ça qui est assez chouette. Il y a plein de versions. Il y a la version avec électrique aussi qui existe avec le Tesla Punk, il me semble, un truc comme ça. C'est pour ça, en fait, tout ce qui se termine par punk. C'est un même genre, quoi. On peut le mettre dedans. C'est un genre, en fait, on pourrait. Je pense que si je vais m'y atteler un moment, mais je pense que je ferai une seule chronique sur tous les trucs de punk, en fait. Ouais. Il terminera par cyberpunk. Exactement.
Cyberpunk, ça a quand même, il y a une des œuvres les plus emblématiques de la science-fiction qui en fait partie, c'est Blade Runner. Yes. Je peux absolument pas ne pas parler de Cyberpunk, mais j'y reviendrai. Donc pour refaire la liste rapidement, anticipation, dystopie, apocalyptique, post-apocalyptique, art science, space opéra, uchronie, steampunk et cyberpunk. Nice. Donc voilà, ça on m'a en l'air pas mal reparlera. tout ça. Ouais, bon, ça fait beaucoup de chroniques, du coup ça me permet de revenir. Ouais, mais c'est bien, au moins tu vas être très présent et très actif, Ben, c'est cool. Hein. Et oui, donc en plus, ce que je viens de faire là, en plus de vous énoncer les principaux sous-genres de la SF, c'est bien sûr vous donner dans le désordre les sujets que je vais aborder dans les prochaines interventions. Oui, puisque tu ne vas pas forcément les aborder dans cet ordre-là, n'est-ce pas? Non, absolument pas. D'ailleurs, je le fais pas de manière très logique, parce que si on suit la logique pure, je pense que le mieux serait été de commencer par l'anticipation, en fait, et d'aller vers des trucs qui sont de plus en plus précis, de commencer par le général et d'aller vers ce qui se passe. Là, c'est pas du tout le cas. Ouais. Mais bon, tant pis, j'y ai pensé trop tard. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, l'important c'est de suivre son cœur. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Et justement, l'ordre dans lequel on va aborder tout ça, c'est purement arbitraire et ça dépend uniquement de mes préférences et de mes envies du moment. Donc là, on est vraiment pas dans le logique ni dans le raisonnable, malheureusement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous parler de hard science-fiction. Alors, si l'évocation de hard science-fiction, si à l'évocation de ce nom, vous imaginez des bons gros pornos dans l'espace, impliquant des aliens et des robots. Non, mais c'est vrai. Vous allez être déçus, hein. Si vous pensez à ça, vous allez être déçus tout de suite. Ah, merde! Ouais, cela dit, pour ceux que ça intéresse, faut pas désespérer, hein. Si on se réfère à la loi, la fameuse règle 34, tout ce qui existe a son pendant pornographique. Donc si ça vous intéresse, les pornos avec des aliens et des robots, si ça vous intéresse, ça existe. Ça existe, hein. Donc vous pouvez vous renseigner maintenant avec ce que je vous ai dit. Vous trouverez de quoi faire votre bonheur. Bon, après, c'est pas le propos de cette chronique, hein, je vous rassure. Donc trêve de plaisanterie, oui, parce que là, mes jeunes amis, on a bien rigolé. On s'est bien marré, on a bien déconné. Vous êtes sans doute en train de penser, oh regardez, c'est Ben, il parle de porno de l'espace, oh le con. Pointons-le du doigt et gossons-nous. Bah stop, c'est fini tout ça. Tu te calmes tout de suite. Parce que là on va passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Car oui, la hard science-fiction, aussi connue, plus simplement sous le nom de hard science, ça déconne pas. Comme son nom l'indique, la hard science-fiction, elle trouve ses origines et sa principale inspiration dans les sciences dures. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais hard science fiction, ça veut littéralement dire science-fiction dure. Pas besoin d'être spécialement linguiste ou anglophone pour en déduire, mais je tenais quand même à faire cette petite précision. Alors, le nom de ce sous-genre en lui-même, ça trouve ses origines dans la mise en opposition qui est souvent faite entre sciences dures et sciences molles. Entre sciences de la nature d'un côté et sciences humaines de l'autre. On retrouve du côté des sciences dures les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, la géologie, etc., etc. Et du côté des sciences molles, on retrouve l'histoire, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, etc., etc. Alors avant d'aller plus loin, je demanderais quand même qu'on fasse attention parce que je tiens à préciser que l'utilisation de cette appellation de molle, de science molle, de ma part, elle est absolument pas péjorative. C'est pas du tout une tentative de déprécier ou de tenter d'enlever toute légitimité scientifique aux sciences humaines. C'est pas du tout le but de la manœuvre. C'est juste pour expliquer, si j'emploie ces termes, c'est juste pour illustrer mon propos et expliquer l'origine du nom de ce genre. Donc c'est essentiellement des sciences dures, physique, chimie, etc., comme je l'ai dit, dont vont découler les inspirations de la science-fiction, de la hard science-fiction en l'occurrence. Mais on verra plus loin, parce que je vais citer, comme à mon habitude d'une œuvre, on verra plus loin que c'est pas forcément la seule source d'inspiration, même si c'est vrai que ça en reste la principale. Alors, la hard science-fiction, c'est un sous-genre de la SF, pour donner une petite définition, qui implique par principe que les écrits de l'auteur soit en accord avec les connaissances scientifiques de son temps. Alors je précise auteur parce que moi je vais parler là de bouquins, en fait je vais parler de livres, donc de littérature de science-fiction. Dans les livres, les romans dits hard science, il est question d'un univers narratif qui, scientifiquement parlant, est en accord avec le présent, ou en tout cas le présent de l'auteur, notamment au niveau des avancées technologiques et scientifiques réelles. Alors les auteurs de ce sous-genre, c'est vrai, c'est souvent des spécialistes, c'est-à-dire des physiciens, des astrophysiciens, etc. C'est pas toujours le cas, bien sûr, et on va le voir d'ailleurs.
On pourrait citer, moi, les deux qui me viennent à l'esprit, c'est deux auteurs que j'aime beaucoup. C'est Alastair Reynolds. Alastair Reynolds, c'est un astrophysicien britannique qui écrit aussi de la science-fiction, on en parlera. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus exactement de Kim Stanley Robinson, qui n'est pas du tout un spécialiste. Ça reste un docteur, mais d'autres choses. On en reparlera. Là, en fait, la hard science fiction, elle s'appuie sur les technologies et les progrès scientifiques de son époque et les extrapole avec rigueur afin de créer des univers, des sociétés, des situations qui soient aussi scientifiquement crédibles que possible. La fidélité, cela dit, des prouesses et connaissances scientifiques et technologiques, elle n'est pas absolue. Pour ces auteurs-là, qui peuvent se permettre de prendre bien sûr des libertés, sans quoi on pourrait difficilement parler de science-fiction. On parlerait sinon de science, j'ai envie de dire, ce serait pas forcément très très intéressant. Vous êtes toujours là? Oui. Je t'écoute religieusement. On boit tes paroles, Ben. Je me dis, ça se trouve, j'ai été balancé chez les AFK sans raison. Non, t'inquiète, j'ai un coup d'œil sur Discord. Ça marche. Alors, ces formes de liberté, elles s'appliquent notamment sur des choix et la plupart du temps, en fait, sur des technologies qui sont utilisées. Je peux vous citer un exemple deux formes de technologies dont on sait qu'elles sont physiquement possibles, mais dont on n'a aucune idée de comment on pourrait les appliquer concrètement. Je peux prendre en exemple le collecteur Bussard, qu'on retrouve dans le roman Tau Zéro, qui a été écrit en 1970. C'est l'œuvre de Paul William Anderson. C'est un grand classique également. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu. Le collecteur Bussard, c'est un moyen de propulsion, en fait. C'est un moyen de propulsion qui se base en fait sur des champs magnétiques très puissants qui seraient installés à l'avant du vaisseau et à l'avant du réacteur. Ces champs magnétiques qui sont de l'ordre de plusieurs kilomètres de diamètre, voire dizaines de kilomètres de diamètre, ils auraient pour but de collecter l'hydrogène qui est présent dans le milieu interstellaire et ensuite de le compresser à l'intérieur du réacteur jusqu'à atteindre des densités qui soient nécessaires à la fusion thermonucléaire. Donc ça, on sait que physiquement c'est possible, on le sait, mais concrètement, autant aujourd'hui que dans les années 70, on n'a pas du tout le moyen de le faire. Mais absolument pas. Je pourrais citer aussi en exemple les réacteurs à matière noire qui sont cités dans La Cité du Gouffre d'Alastair Reynolds. Bon, je rentrerai pas plus dans les détails parce que très honnêtement, on va vite atteindre les limites de mes connaissances. Et j'aimerais autant que possible que ça transparaisse pas trop pour garder une certaine forme, disons, de légitimité à parler de ce genre de choses. Donc on va parler maintenant du bouquin, mais avant, objectivement, je vais pas vous mentir, la hard science, c'est sans doute le sous-genre de la science-fiction qui est le plus difficilement accessible. Dans le sens où c'est écrit avec une très grande rigueur scientifique, du coup ça demande du lecteur certaines connaissances scientifiques de base. Ouais. C'est jamais des connaissances scientifiques qui sont très poussées, sinon ce genre de littérature serait réservé à des spécialistes, ce qui n'est pas le cas, mais ça demande quand même un public qui soit un minimum averti. Bien sûr. Sans quoi on va vite se perdre, la lecture elle sera pas fluide du tout, et toutes les 2 ou 3 pages, si c'est pas plus, on sera obligé d'ouvrir Google pour apprendre la signification d'un mot. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, moi avec les œuvres de hard science-fiction j'ai appris énormément, vraiment énormément. J'ai pas eu besoin de m'arrêter trop souvent, même si quand même un petit peu, on va pas se mentir. Moi ça m'a pas dérangé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va embêter et qui décrocheraient très rapidement. Donc ça, c'est, je pense, assez important de le souligner, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus abordable. Sans que ce soit, bien sûr, hors de portée. Comme je l'ai dit, les connaissances scientifiques qui sont exigées des lecteurs sont nettement inférieures à celles nécessaires pour écrire l'œuvre elle-même. Donc rassurez-vous, c'est pas non plus totalement inaccessible. Cela étant dit, et comme je compte le faire, et comme je l'ai déjà dit pas mal de fois, pour illustrer mon propos, je vais utiliser l'exemple d'une œuvre de science-fiction associée au sous-genre. Là, en l'occurrence, on va se pencher sur une œuvre qui est assez dense, une œuvre qui est à mon sens majeure, autant pour la hard science que pour la science-fiction de manière générale. Je vais vous parler, et peut-être que Marc, tu l'auras anticipé, puisque... Tu vas parler de Mars ? Eh oui, absolument. On peut difficilement parler de hard science sans évoquer si ce n'est son œuvre la plus, peut-être pas la plus importante, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais en tout cas l'une des plus importantes. Je vais vous parler de Mars, oui, je vais vous parler de la trilogie de Mars,
qui est aussi connue sous le nom de la trilogie de la terraformation. Alors comme son nom l'indique assez subtilement, c'est une saga de 3 romans. Jusque-là, ça va. J'avais compris la trilogie, je crois. Ça va. Ouais, c'est vrai, bien. Très bien. Donc 3 romans. Ça va, pas perdu. Qui ont été écrits par Kim Stanley Robinson, qui est de nos jours considéré comme l'un des plus grands auteurs de science-fiction vivant de nos jours. Moi, je l'apprécie tout particulièrement, cet auteur, parce qu'il fait preuve d'une rigueur dans ses écrits, et notamment au niveau technique et scientifique, qui est absolument remarquable, qui est d'autant plus remarquable quand on voit son niveau de maîtrise, d'autant plus remarquable quand on sait que lui, à la base, n'est pas du tout un spécialiste de quasiment aucun des sujets qu'il aborde, et croyez-moi, ils sont très nombreux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un docteur, hein, donc c'est quelqu'un qui a un très haut niveau d'éducation, mais il est plutôt docteur de langue anglaise. Il a soutenu notamment sa thèse dont le sujet principal, le sujet central en fait, étaient les romans de Philip K. Dick, que vous connaissez sans doute. Ouais. Non, pas du tout. Un des auteurs de science-fiction les plus connus. Qui a dit pas du tout? Non, moi je connais pas du tout. C'est pas pour te pointer du doigt ou me moquer en fait. Non. Là, absolument pas. Non, mais pas du tout. Par contre, Philip K. Dick, tu sais peut-être pas qui c'est, mais je suis quasiment sûr que tu as déjà vu une œuvre qui est de lui, qui a été adaptée au cinéma. Notamment, est-ce que tu as vu Blade Runner ou pas? Alors non, mais oui, je connais, d'accord, ok. Tu connais Blade Runner? Oui, bien sûr. Tout le monde. La Blade Runner, c'est l'adaptation d'une de ses nouvelles, d'ailleurs, ou peut-être un roman court. Je ne sais plus si c'est une nouvelle ou un roman assez court. Je crois que c'est un roman, il me semble. Ouais, il me semble que c'est un roman. Les moutons reptiles Non, les androïdes reptiles de moutons électriques, oui, le vrai titre. Oui, c'est ça, les androïdes reptiles de moutons électriques. Ah oui, d'accord, oui. Titre extrêmement évocateur s'il en est. Voilà, c'est lui. Je sais pas comment il s'appelle. C'est intéressant, je pense, pour la suite, pour comprendre un petit peu le profil de Robinson. Il est intéressant de noter, je pense, qu'il a été orienté vers ce sujet de thèse grâce à un de ses professeurs. Et ce professeur, en l'occurrence, c'est Frederick Jameson, qui est un critique littéraire, philosophe et grand théoricien politique d'ascendance marxiste. Il est relativement rare pour des savants, disons, américains, puisque je l'ai pas précisé, mais ce sont des Américains, citoyens des États-Unis, qui considèrent Frederick Jameson, le professeur de Robinson, qui considérait Philip K. Dick comme le plus grand auteur américain vivant. Alors vivant à l'époque, bien sûr. Voilà, on parle des années 70, il n'est plus tout à fait aujourd'hui. Je pense que ça pose bien les bases déjà du personnage de cet auteur, de Robinson, et du contexte qui a été celui de son éducation, en tout cas au niveau universitaire. Les termes majeurs, qu'aborde Robinson dans son œuvre et dans ses œuvres de manière générale, ce sont les suivants: l'opposition notamment nature-culture, la justice sociale et économique, l'écologie, dérèglement climatique et autres problèmes qui affectent la biosphère de manière générale. Tout ça, on le retrouve bien sûr dans la trilogie de la terraformation, puisqu'encore une fois, comme c'est subtilement assigné par ce surnom, il va s'agir de 3 romans qui vont parler de l'exploration, de la colonisation, mais également de la terraformation de la planète Mars. Ces 3 romans, ils ont été publiés entre 1992 et 1996 en version originale, donc la version anglaise. Ils ont sobrement été intitulés Red Mars, Green Mars et enfin Blue Mars, ou en français Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Mars la bleue, exactement. Yes. On reconnaît les anglophones. Merci. J'ai pas un doctorat, je vous l'avoue, mais effectivement, c'est vrai que je me débrouille pas trop. Ouais, moi non plus, ne t'inquiète pas, loin de là. Et ces titres sont très sobres. Et ils sont à la fois aussi très évocateurs, notamment directement connectés, disons, à la terraformation de la planète elle-même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, la terraformation, c'est l'action faite et consciemment ou pas forcément consciemment. Bon, là dans l'occurrence consciemment, de changer une planète d'un environnement hostile à un environnement qui soit parfaitement habitable, sous-entendu habitable pour l'espèce humaine. C'est ce qui va se passer dans la trilogie de Mars, et ces titres Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue, donnent des niveaux, disons, d'accomplissement de cette terraformation par rapport à la couleur que va progressivement prendre la planète rouge, c'est celle qui est à l'origine
la planète rouge jusqu'à devenir Mars la bleue, donc une espèce d'avatar de notre planète bleue à nous. C'est une trilogie qui va se dérouler sur une période de temps qui est relativement longue. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. En fait, j'ai vu pas mal de résumés sur internet qui se voulaient sans spoil, mais qui quand même spoilent un petit peu. C'est-à-dire que certes, c'est pas des gros spoils, mais moi honnêtement, c'est vraiment purement personnel et peut-être que c'est un peu embêtant, mais moi par exemple quand on me vend un film, j'aime bien qu'on m'en dise le moins possible. La plupart du temps, quand je vais au cinéma, c'est rare, hein, maintenant moins qu'avant, mais souvent j'allais voir des films sans même regarder la bande-annonce. Alors pour plusieurs raisons, parce que déjà la bande-annonce, il y en a beaucoup qui spoilent, genre à balle, genre à mort. C'est vrai. Je vais vous parler là d'une expérience personnelle. Alors on n'aime pas le film. Moi personnellement j'ai adoré, mais quand je suis allé voir Interstellar au cinéma, tout ce que je savais sur le film, c'est qu'il avait réalisé. Oui. J'ai pas vu de bande-annonce. En même temps, il a même la bande-annonce spoilé rien du film, je crois. Écoute, je sais même, je veux bien te croire, mais moi je l'ai Petite même anecdote pas vu. d'ailleurs, je pense que j'en parlerai un jour. Même Hans Zimmer lui-même a composé la musique du film sans avoir vu le film. Parce que Nolan voulait pas qu'il y ait rien qui sorte du tout. Bah écoute, tant mieux parce que pour le coup, moi ça a été une des plus grosses claques que je me suis pris au cinéma de ma vie. Ça a vraiment été une expérience assez folle et j'en savais rien du tout. Bah avec cette trilogie de la Terraformation, c'était un peu pareil. On me l'avait conseillé à plusieurs reprises, notamment sur internet quand je regarde, quand je sais pas trop quoi lire, je vais sur internet, je tape des mots et tout, et voilà, ce qui me branche, je vois les résultats. Et puis je me lance. Et ce qui est arrivé avec la trilogie de la Terraformation de Mars, mais très honnêtement, quand je me suis lancé dans le truc, à part savoir que ça allait parler de Mars et de sa colonisation et de sa terraformation, je savais rien d'autre. Et du coup, ma surprise, elle a été d'autant plus énorme de trouver une œuvre avec une telle profondeur, une telle variété de thèmes abordés. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire sans vous spoiler, je pense, je l'espère, c'est que l'auteur ici fait le lien, associe de manière, disons, inextricable les sciences dures, des sciences molles, les sciences de la nature, des sciences humaines. Il se base pas uniquement sur les sciences dures, mais aussi, comme je l'ai dit, sur les sciences humaines, et ça, c'est assez admirable. On peut difficilement en faire l'économie, j'en conviens, mais là, c'est fait avec une certaine virtuosité. On peut pas faire, disons, à la trilogie de Mars, le reproche qu'on fait assez souvent à la hard science, qui est de se concentrer plus sur les dimensions techniques, technologiques, scientifiques, plutôt que les dimensions humaines. Et ça, Robinson ne tombe pas du tout dans le piège, entre guillemets, puisqu'ici c'est pas le cas. Le développement, les évolutions sociales vont main dans la main avec le développement et les évolutions techniques et technologiques. C'est inextricable. Dans cet univers qui est décrit, on ne peut pas faire une sans affecter l'autre et vice versa. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages très longs, mais très bien, qui se concentrent sur l'aspect que va prendre ces nouvelles sociétés qui vont émerger sur Mars. J'en dirai pas plus, parce que sinon ça va vous spoiler, mais sachez que Kim Stanley Robinson a quand même une écriture et des sujets qui sont engagés. C'est ce que j'aime aussi beaucoup sur cet auteur, c'est qu'il n'est pas neutre. Il est engagé, et une autre chose que j'aime beaucoup à son sujet, c'est qu'il a cette tendance à faire de ses héros des scientifiques. Et c'est le cas dans Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Les personnages principaux, les héros de cette saga, sont tous des scientifiques. Je n'en dirai pas plus, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. En tout cas, ça donne envie. Après, je sais ça fait très longtemps qu'on me l'a conseillé, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. J'ai jamais franchi le pas. Mais c'est un pas qui est difficile à franchir parce qu'on parle quand même d'une œuvre qui est assez longue. Je les ai lus en Kindle, donc je sais pas le nombre de pages que ça fait. Ouais. Mais bon, on parle de 3 bouquins qui doivent bien faire 600 pages chacun, sans problème. Ouais, c'est s'attaquer vraiment à un gros morceau, mais aussi à un morceau culte, quoi. Donc il y a faudra que je le franchisse, un jour ce pas-là. C'est aussi un exemple type, mais vraiment type, de ce pourquoi la SF
est utile puisqu'elle permet de transposer en fait des situations dans des contextes qui sont certes un petit peu invraisemblables, ou en tout cas sans être totalement invraisemblables pour la terraformation de Mars. Elle permet de transposer en fait les problèmes de notre société actuelle dans une fiction et dans un cadre qui peut paraître un petit peu désincarné comme celui d'une autre planète, mais qui reflète au final beaucoup des soucis, beaucoup des challenges aussi qui sont les nôtres. Et tout ça, on le retrouve bien sûr dans la terraformation, dans la trilogie de la terraformation. Donc écoutez, moi je ne peux que vous conseiller cette œuvre, tout en sachant que c'est un gros pavé et que ça demande du temps. Dieu sait que nous avons du temps en ce moment, donc c'est peut-être l'occasion de s'y jeter, effectivement. Ouais. Enfin, en tout cas, si on a des librairies à disposition ou alors des liseuses, mais oui, c'est clairement peut-être le moment de se jeter dans ce genre de gros ouvrages à lire, en fait, tout simplement. Oui, et puis j'ai l'impression que c'est assez culte aussi. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, surtout dans la science-fiction. Moi, personnellement, j'ai pas lu. On peut aussi faire les gros flemmards et attendre qu'elle soit adaptée en film. Mais aussi, ou en série sur Netflix. C'est ça, en série sur Netflix. Mais bon, ça fait depuis 1960, donc ça aurait dû être fait depuis longtemps, je pense. Non, la trilogie de Mars, elle a été écrite entre 92 et 96. Ah, d'accord, pardon, tant pour moi. C'est un peu moins, c'est moins vieux. Ah oui, donc ça va pas tarder à arriver, du coup. Il y a eu, je sais qu'il y a eu des discussions pour l'adapter. Moi, je serais pas trop pour une adaptation. Parce que ça risque d'être très compliqué. Ouais, parce que si la complexité vient du fait que les termes soient très précis, adapté pour du grand public, c'est peut-être pas forcément la bonne chose, quoi. Pas uniquement, certes, ça fait partie des problèmes, ça c'est sûr et certain, mais je pense que l'œuvre est un petit peu trop vaste. Et le problème, en fait, c'est que si on enlève certaines des problématiques, je pense que l'œuvre va perdre vraiment de sa puissance et de son impact. C'est le syndrome Game of Thrones. Ouais, je pense pas qu'on puisse enlever, je pense pas qu'on puisse se permettre d'enlever la problématique sociale, la problématique psychologique, parce que oui, comme je l'ai dit, Kim Stanley Robinson, bien sûr, il va vous parler de géologie, il va vous parler de biologie, il va vous parler de xénobiologie, de physique, d'astrophysique, de chimie, de tout ce que vous voulez, mais de psychologie, de médecine, de sociologie, d'organisation politique, sociale, enfin, il y a vraiment tout. Et je pense que vraiment juste enlever un maillon de cette chaîne, ça ferait tout s'écrouler. Je veux dire, ouais. Je vois difficilement comment une œuvre pareille d'une telle envergure peut être bien adaptée. Adaptée, je doute pas qu'on puisse le faire, mais bien adaptée, mais il faut savoir bien adapter une œuvre. Et puis mettre en scène même des personnages qui sont des scientifiques dans une œuvre tout public. Moi j'ai pas lu, mais j'imagine que ça va être très compliqué aussi pour s'identifier aux personnages principaux, etc. Surtout que ces héros-là, du coup, pour beaucoup, correspondent pas forcément à des archétypes qu'on peut se faire et qu'on voit souvent de héros. Voilà, ce sera pas vraiment très vendeur. Après, ça a déjà été fait, des films où les scientifiques. Ah oui, non, j'en doute pas. Regarde, Chérie, j'ai rétréci les gosses, par exemple. Le héros, c'est un scientifique. Je sentais qu'il allait y avoir un gag derrière. Non, mais si, c'est vrai. J'aime bien ce film, c'est un de mes plaisirs coupables. Madeleine, non, c'est Madeleine de Proust, en fait, de mon enfance. Un film que j'ai beaucoup vu, que j'aime beaucoup. J'y pensais plus, d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je pense que avec pour acteur principal, quand même, McLeskey, quoi. Peut-être pas ce soir, mais je vais me le procurer. Nice. J'ai créé un monstre, je suis désolé. Non, tu as fait ressurgir un monstre en moi, c'est différent. Eh ben écoute, Ben, merci encore pour ta fabuleuse chronique sur la science dure. Je te propose j'espère qu'il y en aura d'autres à nouveau. Normalement, d'après le petit programme, il y en aura d'autres. Mais en attendant, on va continuer à parler de science-fiction, mais avec Nicolas cette fois-ci. Eh ben vas-y Nicolas, je t'en prie. Alors tout à fait, donc pour la petite histoire, moi pendant le confinement j'ai pas trop lu de bouquins, je lis plus des bouquins dans les transports quand je suis en voyage, etc. Et par contre, un petit peu avant le grand confinement de 2020, j'ai passé 1 ou 2 semaines à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Battletech, qui a occupé pas mal de mes soirées. Et avec le début du confinement, ça m'a permis de bien poncer le jeu comme il faut. Et du coup, je voulais vous faire un petit retour parce que, de 1, j'ai trouvé que c'était un super jeu, et de 2, il introduit un univers de science-fiction qui est très très riche, qui est peu connu en France, contrairement à Outre-Atlantique, aux États-Unis, où il est beaucoup plus intégré. Et du coup, je voulais vous le faire découvrir et vous donner aussi des clés pour appréhender cet univers et bien le comprendre. Okay. Donc, à la base, Battletech, qu'est-ce que c'est ?
donc sous ce nom un petit peu guerrier. En fait, c'est un jeu de plateau avec des figurines, un peu à la manière de Warhammer, qui a été inventé dans les années 80. D'accord. Et qui met en scène des combats de mecha. Donc ça a été produit par une bande un peu de geeks, hein, qui s'est inspiré beaucoup des œuvres japonaises de l'époque, des mechas japonais, des séries d'animation et de mangas. Evangelion. Alors on est avant Evangelion, là on est plus... Ouais, c'est ça, sur le début. Et d'ailleurs, ils ont carrément pompé au début des designs de mechas d'œuvres japonaises, notamment de Macross. Ouais. Et ça leur a valu pas mal de procès. Donc, ça, c'est pour la petite histoire, la petite anecdote. Donc ce jeu, il a eu un fort succès aux États-Unis. Et du coup, il s'est pas mal développé au fil des années. Donc il y a eu des nouvelles éditions qui ont été créées peu à peu. Il y a eu d'autres jeux de plateau qui ont mis en scène des combats spatiaux, mais aussi des jeux de rôle, et après des bouquins aussi, des livres. Et à partir des années 90, avec l'essor des jeux vidéo, il y a toute une série aussi de jeux vidéo qui ont été produits. Donc tout ça, ça a contribué à mettre en place et à faire évoluer un univers d'une très très grande richesse, mais qui peut s'avérer extrêmement complexe lorsqu'on essaie d'y rentrer ou même juste de jeter un œil dessus. Parce qu'en fait, il a l'ambition de retracer pas moins de 1000 ans de l'histoire de l'humanité dans notre futur. Ah oui, d'accord. Exactement, ouais, c'est beaucoup. Et ce, avec moult détails. Donc, si on reste dans la comparaison, par exemple, avec un jeu de plateau comme Warhammer, imaginez-vous ne pas du tout connaître Warhammer et essayer de rentrer dans cet univers, c'est pas facile, tendu, avec quoi. une telle richesse, une telle densité de détails. Donc, pour ma part, j'ai commencé avec un jeu vidéo qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Battletech. C'est pas très original, mais que j'ai pu tester un petit peu après sa sortie sur Steam. Donc, il me semble que c'était en 2017, si je dis pas de bêtises, peut-être 2018. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment réussi à rentrer dedans. Pourtant, il avait tout pour me plaire. C'est un tactical RPG, donc c'est un de mes types de jeux favoris. Donc, je pense que je ferai d'autres chroniques sur d'autres tactical RPG que j'adore. Et du coup, le jeu met en scène des combats de mecha au tour par tour. D'accord. Donc dedans, en fait, on gère une compagnie de mercenaires de A à Z. Donc on développe ses pilotes, on développe leurs compétences. On peut customiser aussi avec une grande liberté différents types de mechas en fonction de leur châssis, leur poids, etc. Donc quand on arrive dans ce jeu, en fait, on crée un personnage, on choisit aussi son historique, et on se retrouve alors dans un univers assez fascinant. En fait, c'est la galaxie, un peu comme on la connaît, qui est divisée et qui est en proie à des luttes de pouvoir. Du coup, ça donne un jeu presque sandbox, où on peut faire pas mal de choix qui vont influencer peu à peu le scénario. On pourrait aider différentes factions, négocier des contrats, choisir ses clients et ainsi développer sa compagnie en passant à la base d'une bande de bras cassés qui sont endettés dans des mechas un peu premier prix, jusqu'à devenir une entreprise de pilotes d'élite dans des mechas surpuissants que tout le monde va s'arracher, et on pourra faire basculer le destin de planètes entières, voire de factions. Cool. Donc sachant qu'il existe aussi un second jeu vidéo qui est sorti aussi récemment, cette fois c'est pas un tactical RPG, c'est un jeu plus de simulation qui s'appelle MechWarrior 5, et en fait vous êtes dans le cockpit d'un mecha et du coup sur le terrain en train de défoncer des ennemis. Il y a un côté plus bourrin un peu là-dedans, non ? Tout à fait, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu moins aimé, j'ai un peu moins accroché. Après, ça peut faire le taf quand on a envie de se défouler. De tuer des gens, quoi. C'est ça. Donc ce qui m'a un petit peu rebuté la première fois quand j'avais testé ce jeu, c'est justement l'univers, qui paraît extrêmement, extrêmement vaste. Trop même si on prend pas le temps de s'impliquer un minimum, et quand on n'a pas trop le temps de jouer, ce qui était le cas à l'époque, parce que je travaillais, donc du coup je pouvais jouer un petit peu que le soir, mais du coup ça m'avait un petit peu rebuté. Et en y repensant, en début d'année, j'avais vraiment envie d'accorder une seconde chance à ce jeu, parce que mine de rien, j'en gardais des très bons souvenirs. Le gameplay était très bien, l'implication aussi en tant que joueur était cool. Donc au final, voilà, je m'y suis remis, et j'y ai beaucoup joué, notamment la première semaine du confinement. Donc au final, quelles sont les clés pour saisir la base de cet univers, et quel est cet univers ? Donc est-ce que vous aimez Game of Thrones ? Oui. Oui, ou le trône de fer. Oui, j'aime bien le livre, oui.
Donc maintenant, imaginez un Game of Thrones dans l'espace. Ah, yes. Ça vous fait un peu penser peut-être à Dune? Ouais, Dune ou The Expanse. Yes, carrément. Et ben, c'est normal parce que ça va s'en rapprocher par différents biais. D'accord. Donc en fait, on va rajouter à ça des mechas. Et comme ça, on a vraiment un peu la base du jeu. Donc des intrigues dans l'espace, des guerres de factions et des mechas. Ça te donne envie quand même, un putain comme ça, hein. C'est fou. C'est un peu le but, hein, vous donner aussi envie de, de partager mes passions. Du coup, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on est dans de la SF qui est un peu à la manière de la hard science, qui est très centrée sur la technologie et le développement de la société dans le futur. Sachant que là, on va dans un futur qui est quand même assez éloigné. Donc il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de technologie vraiment hors du commun. Les technologies les plus spectaculaires qui sont mises en scène, ça va être les voyages entre des systèmes solaires, un peu avec des sauts dans l'hyperespace, et les mechas. C'est vraiment les deux trucs qui vont un peu être fantastiques, entre guillemets. Donc le jeu, il se déroule au 30e ou au 31e siècle, dans un univers qui est décadent, dystopique, assez sombre et dangereux, et rempli d'intrigues entre diverses factions. Donc comment en est-on arrivé là? C'est toute la question. Et tout commence aux alentours du 22e siècle, alors que l'humanité invente une technologie qui permet de voyager au-delà de la vitesse de la lumière et ainsi de coloniser les étoiles. Donc cette technologie, c'est un peu comme, je sais pas si vous voyez les relais dans Mass Effect. Ah oui, carrément. Ouais. C'est des stations spatiales, voilà, qui permettent de voyager vers une destination prédéfinie entre deux systèmes solaires. Donc ça, c'est un peu la base en fait qui va permettre à l'humanité de se développer dans l'espace, sachant que dans le jeu, on a aussi quand même toute une gestion du temps, et on voit par exemple qu'il faut plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines pour se rendre de la station spatiale à la planète, et du coup, il faut plusieurs mois pour voyager dans la galaxie, voire plusieurs années si on veut la traverser. Donc ça, c'est un petit côté réaliste qui change des jeux vidéo un peu classiques ou même des univers de SF moins contraignants. Et du coup, cette colonisation, elle s'est faite sur de très nombreuses années et a concerné pas mal de planètes et de systèmes dans un rayon autour de la Terre. Donc en fait, il faut imaginer voilà, un cercle autour de la Terre colonisé. Et ce rayon, ce cercle, va s'appeler la sphère intérieure, qui va s'opposer à la bordure, qui en constitue un peu la frontière. D'accord. Enfin, il faut imaginer une galaxie où au centre on a la Terre. Enfin, c'est notre galaxie à nous, mais la colonisation s'est faite dans ce sens. Donc le problème, c'est qu'avec le nombre important de colonies, toutes ne se sont pas développées à la même vitesse, et certaines sont rapidement devenues indépendantes, ce qui a menacé en fait les intérêts de la Terre. Donc il en a résulté de violentes guerres qui ont éclaté un petit peu partout, et des traités qui ont été mis en place pour endiguer justement que la guerre ne prenne trop de place dans la galaxie. Ces traités, ils ont visé à interdire tout ce qui va être bombardement planétaire, armes nucléaires, tout ce qui est destruction massive. Du coup, dans ce contexte, en fait, les combats vont se concentrer vraiment sur les planètes, et c'est dans ce contexte en fait que les mechas vont jouer un rôle important. Donc, les mechas dans cet univers, ils sont appelés les battle mech, et ça va être un peu la pièce maîtresse de chaque armée. Dans un même temps, en fait, les démocraties, elles vont peu à peu décliner au profit de formes de pouvoir plus autocratiques et aussi aristocratiques. Donc en fait, il y a des sortes de royaumes qui vont émerger, qui vont être dirigés par des grandes familles. Donc chacune va être inspirée par une culture de la Terre. Donc on va pas avoir par exemple des grandes maisons qui vont être inspirées par le Japon, par la Chine, mais aussi par la France, l'Angleterre, ou alors l'Inde et le monde musulman, etc. Donc les territoires sous l'autorité de la Terre et une partie de ces nations indépendantes vont alors former la Ligue stellaire, qui est une sorte de super nation unie, qui va permettre de développer plusieurs technologies et d'arrêter la guerre, donc de développer une période de paix, en amenant une sorte d'âge d'or. Du coup, ça va devenir l'autorité la plus puissante de la galaxie qui va un peu arbitrer tous les conflits. Le problème, c'est que au XXVIIIe siècle, le dirigeant de la Ligue stellaire va être assassiné par un de ses plus proches conseillers.
ce qui va précipiter en fait à la dislocation puis à la disparition de la Ligue. Ouais. Une partie de l'armée et de tous les scientifiques va fuir dans l'espace inconnu et on va plus jamais en entendre parler. Le truc, c'est que la situation va être tellement critique que toutes les plus grandes nations vont alors se faire la guerre entre elles. Il y aura de nombreuses guerres de succession qui vont arriver parmi les 5 plus grandes maisons nobles et du coup qui vont mettre à feu et à sang toute la sphère intérieure. Donc on est clairement sur une société qui est décadente. On est en train de perdre un peu petit à petit toutes les technologies qui ont été développées. Et dans les siècles qui vont arriver, en fait, plus personne ne sera capable, par exemple, de construire des vaisseaux de guerre. Donc on va plus se battre dans l'espace. Les mechas aussi vont quasiment plus être produits parce que toutes les usines ont été rasées ou détruites. Et du coup, le mecha va devenir un peu à l'image de l'armure et de l'épée du chevalier, quelque chose qui va se transmettre de génération en génération dans les maisons nobles pour marquer un peu un statut social. Sachant que il va toujours y avoir des pirates qui vont se servir de mecha, ou alors des gens qui vont arriver sur les champs de bataille, se saisir des débris des mechas et les assembler et les réparer. Donc on a un univers un petit peu dystopique, un peu avec des trucs un peu rouillés partout. C'est assez sympa. Autre parallèle un petit peu avec Dune aussi, les voyages interstellaires en fait vont être contrôlés depuis la Terre par une société qui va devenir quasi mystique et religieuse, qui va s'appeler la Comstar, qui est un peu l'équivalent de la Guilde dans Dune. Ouais. C'est eux qui détiennent les connaissances pour se servir des stations de saut en hyperespace, et qui va être complètement neutre dans les conflits. En fait, la Terre va leur être réservée, et ils vont jouer aucun rôle sur le plan politique ou militaire. Du coup, le modèle féodal va être dominant quasiment partout, et les luttes de pouvoir vont être de plus en plus nombreuses parmi la haute noblesse, mais aussi les petits nobles qui vont se faire la guerre entre eux pour essayer d'obtenir des avantages, des pouvoirs, des terres, etc. Le recours aux mercenaires va devenir la règle dans les combats, et les combats en eux-mêmes vont rester à échelle réduite, ce qui va être surtout des escarmouches, des choses comme ça. Donc on est assez éloigné des univers de science-fiction plus traditionnels, comme tout à l'heure je mentionnais Mass Effect par exemple, on est très très loin de ce cas-là, et moi ça m'a beaucoup fait penser aussi à une de mes autres passions dans la vie, qui est l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité, et du coup ça m'a beaucoup fait penser aussi à la chute de l'Empire romain en Occident, avec l'état un peu de l'Europe à cette époque, donc l'Europe occidentale, où chacun des royaumes va essayer de faire ressurgir justement l'Empire romain et ses traditions en se revendiquant le successeur légitime jusqu'à l'Empire de Charlemagne, qui va un peu prendre le relais de tout ça. Donc je trouvais ce point particulièrement intéressant, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal aimé dans ce jeu et dans cet univers, parce qu'en plus, en tant que joueur, quand on joue, on s'implique en fait presque malgré soi dans ces conflits qui nous dépassent, parce que nous on est juste le chef d'une bande de mercenaires, et du coup on essaie de se développer à notre échelle, et sachant que dans toute la galaxie, il y a des gens qui sont en train de se taper dessus, de comploter les uns contre les autres, et nous du coup on va essayer de tirer notre épingle du jeu en développant ces relations avec telle ou telle faction. Donc on va forcément s'en mettre à dos, il y en a forcément qui vont aussi comploter contre nous, et on va participer directement ou indirectement à toutes ces luttes de pouvoir. Aussi, ce qui était pas mal, c'est que dans ce jeu, c'est qu'on a pas mal de choix aussi qui vont s'offrir à nous. Par exemple, est-ce qu'on va honorer jusqu'au bout un contrat avec une maison influente qui va nous demander par exemple de massacrer des innocents en échange de beaucoup d'argent, de réputation, ou est-ce qu'on va peut-être se retourner contre son client au risque de se le mettre à dos à nouveau et de ne pas être payé, mais en protégeant les civils, sachant que ces civils, ils ont éventuellement des technologies anciennes qu'ils ont conservées depuis des centaines d'années, pourront nous le donner en échange s'ils les protègent. Donc ça fait pas mal réfléchir en fait, et puis on s'implique beaucoup. Donc voilà, Battletech c'est un petit peu tout ça. Et si vous souhaitez vous pencher dessus, moi je vous recommande les jeux vidéo qui ont été pour moi la porte d'entrée. Après je pense que le jeu de plateau en France, à mon avis la communauté est inexistante, donc je sais pas si ça vaut le coup de tester, mais du coup c'était pour moi une bonne découverte de cette année. Attention, faut jamais dire jamais.
On est toujours surpris par les communautés de gens qui jouent aux jeux de société. C'est vrai. Après moi c'est un petit peu moins mon truc hein, quand même les jeux de société, même si mais surtout que là tu dis c'est pas vraiment un jeu de société, c'est un jeu de plateau stratégie à la Warhammer 40 000 en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, ça a l'air cool. Un bon petit game workshop pour voir s'il y a possibilité d'en acheter. Quoi. Ouais, alors j'essaie de me renseigner sur internet. J'ai même regardé des vidéos de gens qui jouaient au jeu. C'était ultra chiant, hein, les Américains. Parce que forcément, il se passe rien. C'est juste des gens qui tirent des dés et qui déplacent des figurines. Non, mais en France, le truc, c'est qu'il y a, je crois, que 2 éditions qui sont sorties au début des années 2000 et ça n'a pas eu de succès quoi en fait. Ça a pas eu de succès, il y a eu des tirages très limités donc à moins que mais ça a pas trop pris en France en fait ce genre de pas du tout ouais jeu, à part Warhammer et Warhammer 40 000 j'ai pas d'autres et le Seigneur des Anneaux quand c'est sorti vite fait c'est clair. Au cinéma mais sinon j'ai pas d'autres exemples en tête. Après ce qui est cool aussi quand on recrute tout ce qui est les pilotes etc c'est que chacun va avoir aussi son histoire, son origine. Il va y avoir des conflits entre les nobles, les roturiers, enfin tout ça qui va rentrer en compte. Donc des fois, il faudra un peu faire l'arbitre en fait dans son vaisseau, c'est ça, un peu poser ses couilles et dire bah non, là ça va pas les gars. Maintenant, on va faire comme ça et puis c'est tout. C'est clair. Non, c'est cool. En tout cas, l'univers donne vachement envie en fait. Hein, ouais. Et puis il y a un bon wiki qui explique, enfin qui est extrêmement complet. Enfin, là, j'ai essayé de résumer au maximum ce que j'ai trouvé, mais même les pages qui résument font des lignes, des pages entières. Enfin, c'est un univers qui est vraiment très très vaste. Et je pense que, enfin, ce que j'ai lu aussi, c'est que quand j'ai lu les avis et les critiques des romans, c'est que ils ont l'air d'être vraiment pas mal en plus. C'est pas des sous-produits de la littérature. Apparemment, ça développe vraiment un univers qui est intéressant. D'accord. Donc c'est pareil à observer de près en lisant les bouquins ou en trouvant la bonne porte d'entrée qui nous sied quoi d'une certaine manière. C'est clair. Ouais, bah c'est cool. Et ben écoutez les gars, aujourd'hui on aura bien discuté autour de tout ça, jeux vidéo, on a énormément parlé de science-fiction en fait aujourd'hui parce que entre la hard science avec Ben, le jeu vidéo et les mechas avec toi Nico, et techniquement parlant Avatar, c'est aussi de la science-fiction puisque les maîtres du feu utilisent de la technologie qui est un peu steampunk, je mets des guillemets parce que c'est eux qui produisent eux-mêmes leur chaleur avec leur pouvoir, mais c'est un peu ça quand même aussi derrière. Donc on a fait une émission presque full science-fiction. Donc c'était bien chouette. Et merci. Bien évidemment, comme d'habitude, sans se concerter au préalable, on vous prépare, vous l'avez compris au fur et à mesure des émissions, et vous l'entendez dans nos voix et dans nos explications. On est très limite niveau préparation. Ah oui, c'est ce qui fait la beauté de cette émission. Alors oui, parlons des secrets de tournage. Chacun prépare son truc dans son coin, dit quand il est dispo, et quand il y a 3 personnes qui sont dispo, on les met ensemble et tout le monde découvre de quoi les autres vont parler. Donc des fois ça match bien comme maintenant et ça se suit bien. Des fois ça match bien et ça se suit bien tout le temps. Mais ça match bien quand même parce que on travaille que avec des gens extrêmement sympathiques et c'est ça qui est beau. C'est formidable. Mais là c'était bien qu'il y ait un fil conducteur un petit peu. Ouais, il y avait un bon fil conducteur. Mais la dernière fois déjà, en fait c'est Ben crée des bons fils conducteur avec la science-fiction parce que déjà la dernière fois ça marchait bien, on a fait musique rock puis musique avec le Theremin qui était très très bien et ensuite bam arrivé à la science-fiction, c'était des fois ça coule mais comme de l'eau sur la roche quoi. Ça ne fait que confirmer que la SF ça parle pas, ça passe partout. Exactement. C'est clair. Et je pense que ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci à vous d'avoir participé à cette émission-là et merci encore une fois à nos très très chers auditeurs d'être présents, je l'espère en tout cas parmi nous. Si cette émission de science-fiction vous a plu, n'hésitez bien sûr pas à la partager, ça nous fera énormément plaisir. Eh bien, c'est l'heure des adieux. Eh bien, au revoir. Merci à vous tous encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Ce que je vous propose, les gars, si ça vous va, c'est qu'on fasse une petite pause pipi toilette. Ouais, carrément. Et puis après, on enchaîne avec Nico. Ça marche. On met en pause l'enregistrement. Non, tu peux le laisser rouler. Si tu le mets en pause, après ce sera la galère et on va le laisser tranquille. Puis comme ça, il y a les gens qui parlent en fond, il y a toujours des petites conneries, c'est rigolo. Il y a toujours la fameuse pause pipi au milieu. Bah, moi, je vais peut-être fumer une cigarette, donc maxi, dans 10 minutes, je suis de retour. Ok, nickel. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Y'a personne qui reste, c'est ça, tout le monde se barre. Bon.
Bah moi je reste là. Et du coup Marc qui s'amusera au montage. Voilà. Il s'amusera parce que moi je reste tout seul pendant la pause. Et voilà, bah je suis tout seul quoi. Super. Moi il me laisse là. Et je suis tout seul. Donc une île où il y a plein de dinosaures. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bien installés? Oui. On va faire alors un peu d'ASMR. Vous entendez? C'est le bruit de la pluie. Mais la pluie qui aura attrapé un rhume quand même. Parce que c'est un peu une pluie malade. Amuse-toi bien, Marc. J'espère que tu écouteras tout. Sache que je t'aime beaucoup. Voilà. Je suis content d'avoir fait cette petite bêtise. Maintenant moi aussi je vais pisser pour de vrai.